Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux PNJ rencontrés dans la campagne impériale V4 faite par Cubicle 7. Donc comme vous le voyez, je me suis amusé, j'ai fait un petit miro qui est assez comaque avec à peu près la majorité des PNJ qu'on peut rencontrer durant la campagne qui ont un impact sur plus d'un scénario. Donc dans cette optique-là, j'ai pas forcément ajouté les petits PNJ mineurs ou les gens que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Je pense notamment à la majorité des PNJ à Middenheim. Ils sont très bien décrits dans la campagne. Ils n'ont un impact que dans un scénar, voire le suivant. Donc là, j'ai un peu exclu. Mais j'essaie en fait pour le reste de les regrouper selon la catégorie, selon leur impact. Et je vais essayer de vous guider au moins, bon je vous donnerai accès à ce niveau-là bien évidemment, mais je vais vous donner quand même une sorte de roadmap sur comment utiliser les gens, comment moi je les ai utilisés et ce que vous pouvez en faire. Et l'importance, plus ou moins, de chacun de ces personnages. Donc avant, je voulais revenir un petit peu sur, disons, l'ordre officiel. C'est-à-dire que ce qu'il faut toujours comprendre, et c'est super important à mon avis avec le travail qui a été fait par Cubicle 7, c'est qu'il y a une historicité, il y a une histoire éditoriale qui est assez délicate dans cette V4. Donc je l'avais expliqué un petit peu dans une autre vidéo, mais grosso modo, vous avez un... Je me permets, je ça. En fait, vous avez des gens qui ont commencé à bosser dessus au début, qui ont été quémandés auprès de Graham Davis, donc l'un des auteurs originaux de la campagne impériale, parce que depuis qu'Arl Sagan est décédé, donc c'est un peu compliqué. Ils lui ont demandé des trucs qu'ils n'ont pas exploités. Et il y a des gens qui étaient là au début, qui, comme Andy Lau, qui sont partis, qui ont fait leur propre popote. Donc c'est très très compliqué. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire sens tout de suite quand je vais vous montrer la roadmap, parce qu'il y a des PNJ qui ne sont pas introduits avant la fin de l'histoire, qui ont un rôle super important. Et on vous en parle que à la fin. Et moi, ça m'avait surpris quand au bout, comme tout le monde en fait, j'avais commencé à acheter les bouquins au fur et à mesure, je me retrouve à la fin, en fait, il y a machin, il est là, il est super important, et on n'en parle ni d'Adam, mais c'est lui qui est responsable du soulèvement, de la récupération d'Uberstrike par l'empereur, c'est lui qui est à l'origine de l'édit de mutant, et tout ça on vous en parle pas. Et c'est dramatique, c'est clairement dramatique. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qui dépassent le cadre du jeu de rôle, c'est des choses liées aux manières de gérer une entreprise, de se démerder, c'est très très compliqué, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je veux rentrer, mais il faut que vous l'ayez en tête pour comprendre un peu pourquoi vous avez des PNJ qui apparaissent comme ça à la fin de l'histoire. C'est un peu dommage. Mais bon, revenons très vite sur l'ordre officiel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un scénario, le premier, donc l'ennemi dans l'ombre, l'ex-campagne impériale, qui est très simple. En grosso modo, je rappelle, les PJ arrivent, ils tombent sur le corps d'un mec au milieu de la route qui est tué par des mutants, ironie suprême, il s'avère que ce type-là est un cultiste de la main pourpre, qui est un culte de la main de Tsench. Donc il récupère un papier qui dit félicitations, vous avez gagné un héritage. Les PNJ étant ce qu'ils sont, les PJ étant ce qu'ils sont, ils vont chercher l'héritage à Bogenhafen, qui est une ville où il y a une fête, mais pas de bol, durant la fête, il y a aussi un grand rituel. Rituel démoniaque qui est empêché. Ce qui est important, c'est qu'au cours de il y a plusieurs éléments assez importants dans ce moment d'histoire. C'est que d'un côté, il y a Castor Liberung, donc la personne qui est tuée, sur laquelle il pique l'héritage, et qui est forcément le jumeau de l'un des personnages. Et le rituel qui est créé à Bogenhafen est orchestré par un petit démon de Tsench qui s'appelle Gideon. Je reviendrai pourquoi c'est très important. Il y a un autre élément, c'est que dans cette... donc on vous introduit tous les gens de Bogenhafen, qui sont des gens extrêmement riches, notamment les princes marchands, et il y a un empereur qui est montré, et c'est marqué de manière très importante, quand vous allez à Altdorf, vous devez voir l'empereur. Et en fait ça, alors attention, forcément ça va spoiler, si vous regardez cette vidéo, soit vous n'avez aucune intention de jouer la campagne impériale, en tant que joueur, soit vous êtes maître du jeu. Parce que sinon, fuyez, courez, ça n'a aucun intérêt de regarder cette vidéo. Et donc le dernier, c'est le faux empereur, puisqu'en fait l'empereur que vous voyez à Altdorf n'est pas le vrai. Et c'est là, quand vous lisez le bouquin d'ailleurs, vous voyez on vous dit c'est très important, il y a plein d'éléments, et en fait c'est des choses qui ont été clairement remaniées par rapport à ce que Andy Lau, Graham Davis avait en tête. Mais bon, passons. Donc on s'avère que ce type-là, ce rituel a été aidé par une fille qui s'appelle Eteka Herzen, qui est la chef d'un autre culte de Tsench qui s'appelle la Couronne Rouge, dont le but est d'aider les hommes bêtes à proliférer à travers l'Empire. Donc je passe un peu sur la mort sur l'oreille qui est très très bien, mais qui est connue par tout le monde. Donc c'est un grand voyage en bateau à travers l'Empire.
Troisième épisode arrive, on s'aperçoit que les grands méchants dignes d'un film de la Hammer qu'on trouve à la fin de Mort sur le Rack en fait, ont un survivant. Ce survivant, c'est barré à Middenheim, qui est la grande ville au nord. Et donc les PJ arrivent, s'aperçoivent que bon, effectivement, ce type est probablement quelque part dans la ville, mais qu'il y a un autre énorme... il y a une espèce de grand complot qui va avoir lieu, qui est mené par une autre main pourpre, donc la main pourpre de Middenheim, qui est gérée par un des chefs de loi, en fait, qui est un salaud, pour tuer le Graf, qui est le chef de la ville. Heureusement, les PNJ arrivent, ils arrivent à déblayer le tout, et c'est aussi le moment de la campagne où on s'aperçoit qu'il y a clairement des tensions entre, pour aller vite, le nord et le sud. C'est-à-dire que dans le sud, on vient d'un Sigmar, dans le nord, on vient d'un Ulrich. Les Ulrichiens ont tendance à supposer que Sigmar, c'est un héros, mais c'est pas forcément un dieu, et à l'inverse, les Sigmarites supposent que, que les Ulrichiens sont obligés d'accepter le fait que Sigmar est la divinité tutélaire de l'Empire, et que c'est comme ça, et pas autrement. Bref, donc on introduit les Todbringer, qui sont des personnages extrêmement importants, c'est la famille noble qui dirige Middenheim. On introduit tous les gens qui font Middenheim, forcément, parce qu'on va y rester, et le grand théogoniste avec toute sa clique, donc les Sigmarites en puissance. Ensuite, nouveau chapitre, que vous connaissez peut-être pas forcément, le Racornu. Donc le Racornu met au centre de son histoire les Skaven. Les Skaven sont liés à un culte humain qui les sert, qui s'appelle le Croc Jaune. On trouve là-dedans aussi le Sceptre de Jade, qui était un culte de Slaanesh, qui était un peu géré par le dernier David Gunstein, donc le gars que vous pourchassiez en fait depuis Mort sur le Reich. Il y a des Skaven, bien évidemment, et est introduit Heinrich Todbringer, qui est le bâtard, un peu l'un des derniers personnages importants de cette famille. Et à la fin, donc dans l'Empire en ruine, on a un peu la totale. Donc on va avoir l'empereur, on va avoir des comptes électeurs, on va avoir Jens Zutermann qui est le grand méchant de l'histoire, les patriarches des collèges de magie, des politiciens, enfin bref, c'est très compliqué. Et surtout, c'est très dense. C'est-à-dire que cette partie-là est très très dense. Au début du bouquin, je vous mens pas, il y a 30 pages de Dramatitis Personae, où on vous dit, voici les Sigmarites, voici les méchants, voici les Todbringer, voici les mecs neutres, voici patati patata, et c'est pas que c'est imbitable, mais ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et ce cheveu sur la soupe-là, on va essayer d'éviter ensemble. Donc moi, je vais vous dire ce que j'ai fait, parce que ça m'a pris 2 ans pour tout maîtriser, et je vais vous dire ce que j'ai fait simplement, pas forcément en disant, voilà ce que j'ai fait, parce que, comme disait le grand Warren Spector, qui était un fan de jeux de rôle, qui a écrit pour du jeu de rôle pour TSR, et surtout qui a fait plein de jeux vidéo comme Deus Ex, il n'y a rien de plus chiant que d'écouter quelqu'un raconter ses parties de jeux de rôle. Donc je vais juste vous faire un topo sur les PNJ, comme vous voyez, de la campagne, qu'on va voir tous ensemble pour un peu que je vous donne mes sensations et ce qu'il faut faire avec tel ou tel personnage. Donc on commence simplement par le premier truc qui vous est révélé dans l'Empire en ruine, à savoir le cœur de la campagne. Donc le cœur de la campagne, c'est le suivant. Vous le connaissez plus ou moins si vous avez joué la vieille campagne, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Il y a un gros démon qui s'appelle Charagretu. Ce gros démon-là, il y a très très longtemps, s'est incarné sur la Terre lorsque, pour la première fois, il y a eu la guerre entre les dieux et les démons. Il a réussi à survivre. Il s'est dit que, en fait, il avait des dons un peu de préscience, et il s'est dit qu'il y avait un marteau qui allait être créé par les nains, Ting Ting Ting, Kalmaraz, et qu'il avait bien l'intention d'influer cette arme pour qu'elle devienne l'élément suprême du chaos. Sauf que, en fait, sa préscience, elle avait des limites. Et les nains ont effectivement créé un grand marteau, mais ils l'ont filé à Sigmar, qui était l'incarnation de la loi, qui était l'incarnation de tout ce que déteste Charagretu. Donc Charagretu se disant « Oh merde, en fait, je suis en train de perdre des points, je me suis fait baiser. J'ai perdu des points auprès de Tsench, donc je suis un peu dans le caca. » Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Sigmar, sur la fin de sa vie, était dans le col du Feu Noir, qui est cette espèce de grand col où il serait devenu un dieu, où il a botté le cul à plein de bestioles vertes, d'orques et compagnie. Et il y a une grande baston entre Charagretu et Sigmar, où Charagretu s'est fait bolosser proprement et simplement par Sigmar. Et ce qui s'est passé, c'est que Sigmar a détruit son enveloppe corporelle et a utilisé son marteau, qu'il a laissé sur place pour sceller Charagretu dans une caverne. Soit. Voilà, ça c'est vraiment le béaba. Et le principe, c'est que Charagretu, il veut ressortir. Et ça fait 3000 ans qu'il attend un moyen de se casser de sa caverne, pourri à la con. Donc qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il est bloqué par le marteau? C'est là où la campagne devient un peu étrange. C'est-à-dire que Charagretu n'a plus de corps, mais mentalement, il est encore psychiquement, il est un peu là. Et dans sa caverne, il a un tout petit trou qui lui permet de se glisser, au moins mentalement, dans une autre zone de l'Empire.
et il voit en fait l'endroit où Aldorf va être érigé. Ce qui veut dire qu'en fait, Charagratu avait une petite fenêtre, un soupirail vers Aldorf, pendant lequel, enfin, à travers cette fenêtre, il a réussi à influer les humains pour le servir et l'aider lentement mais sûrement à le libérer. Parce que le premier Charagratu, il y en a plusieurs. Le principal, c'est que le marteau, c'est son pharmacon. C'est-à-dire que ça l'enferme, c'est-à-dire que c'est un truc anti-démon, vous le touchez, vous êtes désintégré si vous êtes un démon, mais d'un autre côté, il y a un tout petit peu de son essence dedans. Donc il a besoin de 3 trucs pour ressusciter. Il a besoin que quelqu'un retire le marteau, amène le marteau jusqu'à Aldorf, le lieu où, en fait, où son esprit est, concrètement, et il a besoin d'un corps à posséder. Et plus le corps est, disons, propre, le mieux c'est pour lui. Voilà, ça c'était l'idée. Sauf que, en fait, le problème, c'est qu'en influençant les humains, la main pourpre, donc le Casterlibérung, le Jens Untermann, le Karl-Heinz Weissmeyer, j'en passe et des meilleurs, en fait, les humains, ils n'ont pas trop envie d'invoquer Charagratu. Ils n'ont pas trop envie de déchaîner le chaos sur l'Empire. Ce qu'ils ont envie, c'est d'utiliser le pouvoir du chaos, foutre la merde, mais suffisamment pour mener la belle vie. C'est un peu comme aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont polluer, détruire la planète, mais bon, voilà, on va pas non plus complètement appuyer sur un bouton nucléaire. Mais on en est un peu là, quoi. Donc on laisse en déliquescence, on fait couler. Sauf que Charagratu, lui, ça ne l'arrange pas, parce que pendant ce temps-là, il n'est toujours pas sorti de son trou. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a à son service plusieurs démons, qui se génèrent dans la caverne. C'est-à-dire que la caverne, bon, c'est un donjon, hein, grosso modo, on va pas se mentir. Dans la caverne, il y a des petits démons qui se génèrent un peu partout. Il y en a un qui était le gros prophète de Charagratu, qui lui a dit « Attention, un jour tu vas te faire botter le cul par un porteur de marteau ». Donc Charagratu, aimant autant la critique que Vladimir Poutine et tous ses potes, il lui a arraché les yeux, il a foutu dans une caverne. Donc lui, c'est potentiellement un allié que vous pouvez rencontrer à la fin de la partie. Mais il a un autre petit démon qui s'appelle Gideon, et il lui dit « Ok mon pote, toi, t'es ma bitch, et puisque t'es ma bitch, tu vas faire ce que je te dis, et donc tu vas m'aider à me délivrer ». Et donc voilà, c'est un peu le côté bizarre de la campagne, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que Charagratu, étant prisonnier, n'étant plus qu'un esprit, demande à un petit démon de l'aider à sortir de son trou, mais quand vous avez joué à la campagne, enfin moi quand j'ai lu le bouquin, j'étais là, mais putain, attends, tu me ressors Gideon, le petit démon du début de la campagne qui est censé être la personnel bitch de Charagratu qui est ce grand démon, alors qu'en fait Gideon, quand vous regardez ses stats, bon, voilà, ok, quand il vous mord, il vous file la fièvre pourpre ou je sais pas quoi, mais c'est pas non plus un super démon de l'enfer. Donc bon, c'est un peu bizarre. Donc ça, votre premier défi à vous, c'est de bien amener la chose. Parce que dans le bouquin, c'est pas si mal, mais c'est-à-dire que quand vos joueurs vont se dire « Ah mais attends, c'est Gideon en fait qui est derrière tout ça, ça fait un peu Scooby-Doo quoi ». Donc ça, c'est le premier défi, je pense, c'est quand même faire comprendre aux joueurs qu'il y a quelqu'un qui depuis très longtemps, donc passé bien sûr l'ennemi dans l'ombre, aide les PJ dans leur quête. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, donc comme je disais, Charagratu est coincé. Donc Gideon, qu'est-ce qu'il va faire? Gideon, il va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'il va essayer de trouver, il a besoin de héros, il a besoin de pigeons qui vont aller chercher le marteau quand l'Empire ira très très mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, je vous ai parlé des humains. Et donc il y a un type qui s'appelle Jens Untermann, qui est le second du réseau d'espions, donc de la Chambre Noire, donc les espions de l'Empire. Il est derrière, donc il a un chef au-dessus de lui, qui est un connard, on en parlera plus tard, mais lui, c'est le chef de la main pourpre d'Aldorf. Et son but, donc il sait qu'il y a des trucs un peu bizarres, il sait qu'il y a Gideon, donc son but c'est un peu neutraliser Gideon, il fout la merde, donc c'est lui qui est un peu responsable de tout ce qui va se faire dans l'Empire, mais il veut surtout pas que le démon, enfin Charagratu revienne. D'ailleurs, c'est plus ou moins dit qu'il est conscient que Gideon essaie de le baiser, mais qu'il n'a pas les détails. Donc, Gideon, sachant qu'il y a Zuntermann qui l'attend au carrefour, a besoin de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, pour l'aider. Et donc, comment il va faire? Il va foutre la merde. Et son idée de foutre la merde, c'est de révéler la main pourpre à des gens, disons, intéressés, avisés, en mal de sensations héroïques, pour aller chercher le marteau. Et donc, il y a plusieurs étapes à ce plan-là. La première étape, c'est de trouver un mec de la main pourpre qui est suffisamment con, suffisamment gogo, pour croire qu'il a besoin d'unir les mains pourpres. C'est-à-dire que si vous lisez le bouquin, vous verrez que les mains pourpres, en fait, c'est des cellules indépendantes, chacune dans chaque ville, donc Mindenheim, Nuln, Aldorf, qui cherchent chacun à faire un peu leur fiesta, et ça coule douce. Mais elles se détestent, elles bossent pas ensemble. Ça, c'est super important. Puisque, la nature humaine fait que... C'est un peu comme les forces du chaos, quoi. C'est des gens très égocentriques. Et donc, Gideon, il va dire « Ah ouais, mais c'est super important que les mains travaillent ensemble. » Et donc, il va convaincre un mec qui s'appelle Casterlibérung,
qui est le Magister Impedimendiae, donc le mec qui est à l'origine des sous dans la main pourpre, qu'il faut unir les mains pourpres. Et donc il faut qu'il entreprenne un grand voyage où il va aller relier toutes les mains pourpres possibles, inimaginables de l'Empire, pour en fait créer un champion, qui serait le champion dans les ombres. Et le champion dans les ombres, ça serait une sorte de... ce serait le super guerrier parmi les super guerriers de l'enfer, ça serait le grand champion du chaos, et ça serait pas Archaon, certes, mais ça serait un mec qui serait un grand magicien, qui serait super balèze, et ce serait génial. Sauf que ça, d'après Gideon, hein, c'est des conneries. C'est-à-dire qu'il fait uniquement ça pour que Castor Libérum, poum poum poum, commence à bouger de ville en ville, et à un moment, donc il attire les emmerdes devant lui, il se fait repérer, et il se fait buter. Et c'est le but de la campagne, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à saisir, et c'est pas très bien expliqué, mais en fait, le fait que Castor Libérum se fasse buter au début de la campagne, et se fasse repérer par des gens, donc les PJ ou des gens qui enquêtent sur la main pourpre, c'est le but, en fait, c'est ce que veut, parce que le endgame de Gideon, c'est qu'en tuant Castor Libérum, la main pourpre soit révélée, et qu'à un moment ou un autre, à cause de toute la merde que Jan Zuntermann a fait, donc les Jungfrau, tout de suite on en reparlera, l'empoisonnement de l'empereur, c'est que le marteau soit récupéré. Parce que si le marteau est récupéré, Char-Agretou revient. Et lui, c'est ce qu'il veut. Donc, il n'est pas con non plus, hein, il ne va pas demander que ça à Castor Libérum, puisque Castor Libérum est censé être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il va lui demander d'utiliser ses finances et sa richesse personnelle pour manipuler 9 personnes, qui sont des cultistes aussi, qui s'appellent les 9 yeux. Donc les 9 yeux sont des érudits, et ces érudits, le but, c'est de les faire glisser à l'héritier de l'empereur, qui est le prince couronné Wolfgang. Donc le prince couronné Wolfgang, c'est, je crois que dans la campagne impériale, c'est un mutant de but en blanc. Là, c'est un mec qui c'est Mr. Nice Guy, c'est un chic type, c'est le beau gendre parfait. Il va hériter du Reichland après l'empereur. Mais techniquement, il pourrait devenir empereur, parce que le fils de l'empereur est tout fétichiste, tout malade. Et il faut rappeler, c'est que l'empereur ne s'est jamais marié. Donc techniquement, c'est le prince couronné Wolfgang qui peut devenir empereur. Mais pour l'instant, il est assez jeune, et il est en train d'être encadré par des hauts châteaux Reichsgarde, protégés, et il est encadré par 9 tuteurs. Et ces 9 tuteurs, c'est les 9 yeux qui sont des érudits, chacun spécialisé dans un domaine, l'histoire, la zoologie, les relations internationales, mais qui sont en fait des cultistes, chacun d'un tout petit ordre de Tsench. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils bossent ensemble, ils ne savent pas exactement pourquoi, ils pensent qu'ils sont en train de former le prince pour qu'il soit plus réceptif à la main pourpre, mais c'est une sorte de joker, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connaissance de l'histoire de Char-Agretou, et là ils peuvent se faire vraiment baiser à la fin de l'histoire à cause de ça. Ils savent qu'ils bossent plus ou moins pour Jan Zuntermann et pour Castor Libérum, mais voilà, c'est pas... En fait, c'est des mecs neutres, c'est des espions qui ont été posés par Castor Libérum, qui peuvent, si jamais Jan Zuntermann s'en aperçoit, ou Karens Weissmeyer s'en aperçoit, peuvent être manipulés par un autre membre du culte, quoi, simplement. Mais bon, ils sont là, ils sont chiants, et surtout, ils sont en train de lobotomiser le petit gars Wolfgang, et dans la pire fin possible de la campagne, Wolfgang devient le champion dans l'ombre, et là, vous êtes dans la merde, parce que vous avez un empereur qui est un super guerrier du chaos, et je peux vous dire, putain, c'est vraiment la pire fin possible de la campagne. Mais bon, bref, passons, on n'est pas encore là. Donc, je rappelle, c'est très simple. Il y a un démon qui veut sortir, il est bloqué par un marteau. Il ne peut pas sortir parce que les humains en ont rien à foutre, alors qu'ils devraient le servir. Donc il fait appel à son petit démon provoque le début de la campagne, donc fait que Castor Libérum se fait tuer, et à partir de là, le début des emmerdes commence. Mais voilà, on est vraiment sur cette île-là. Et Char-Agretou, je le répète, a besoin d'un corps pour ça. Il ne peut pas s'incarner en fait s'il n'y a pas de corps. Donc c'est à vous aussi de prévoir ça, c'est-à-dire que si jamais les principaux méchants sont dégommés, que Gideon est KO, Char-Agretou il peut pas sortir. Et ça c'est l'un des rares trucs qui est pas trop mal dans la campagne, c'est-à-dire que les gars ont quand même prévu se dire ok si Char-Agretou n'a pas des gens pour l'aider à être invoqué, il est pas invoqué quoi, point. Et ça peut donner ça peut vous donner ça quoi. Par exemple, parce que le Wolfgang n'est jamais transformé en démon, et donc du coup on est open bar. Voilà, mais ça c'est vraiment le cœur de la campagne. Ensuite, on passe au deuxième point le plus important de la campagne, qui est celui des espions, puisque Warhammer est un monde d'intrigues sans fin. Nos amis les espions. Le principal et le plus important se prénomme Jan Zuntermann. C'est un nom que vous ne verrez que dans le livre consacré à Aldorf et dans le dernier tome de la campagne impériale, l'Empire en ruine. Jan Zuntermann est le Magister Magistri de la main pourpre d'Aldorf.
Ce qui veut dire qu'il a le même rôle que Karl Hans Weissmeyer dans le pouvoir derrière le trône, sauf que lui est plus malin et plus subtil. Son truc à lui, c'est qu'il est le second du Graf Liebmund Holzkrug, qui lui est le chef absolu de la Chambre Noire, il a voix au petit conseil, enfin voilà, c'est un peu l'équivalent de Varys dans Game of Thrones. Et ce type-là, en fait, le principe, c'est que Liebmund Holzkrug, sa famille, était empereur il y a très très longtemps. Et ils se sont fait baiser par la famille de Karl Franz. Lui en a gardé une amertume profonde. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans tous ses gestes, dans tout ce que lui fait, il essaye de baiser l'empereur. Donc il a encouragé, je dis pas qu'il a fait, mais il a encouragé le fait que les Jungfrau soient déposés. Il a encouragé à chaque fois la sédition, toutes les missions diplomatiques qui ont été faites, il a toujours pourri tout. Attention, ce mec n'est pas un adepte du chaos. C'est-à-dire que si un jour il s'aperçoit qu'il a été manipulé, par exemple par son second Jens Zuntermann, clairement il passera du côté des PJ. Mais le problème, c'est qu'étant extrêmement arrogant, il le fera tout seul. Et il sera probablement buté, parce que c'est pas un magicien. Mais bon voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Holzkrug a une dent contre l'empereur, il fera tout pour pourrir l'empereur, il fera tout pour semer le chaos dans l'Empire, mais de manière, disons, très raisonnable. Il n'y a pas de mal-donne magique ou chaotique derrière. Donc, profitant des bisbilles de son supérieur, Zuntermann est vraiment le pouvoir derrière le trône, on peut dire. C'est-à-dire que c'est lui qui est vraiment à l'origine, qui a poussé Holzkrug à agir contre les Jungfrau et à les déposer. C'est lui qui a mis l'édit sur les mutants. C'est lui qui a empoisonné l'empereur. C'est lui qui a fait le gros du travail. Et il y a pas mal de petits trucs, on va revenir dessus quand on parlera des comptes électeurs, mais il a fait un paquet de sales trucs. Son seul problème, c'est que bon, d'un côté il a Holzkrug et machin, il y a aussi le fait que il bosse contre Gideon et qu'il déteste Weissmeyer. Et c'est vraiment peut-être le seul levier que vous pourrez jouer sur la fin de la campagne, c'est-à-dire que si vous l'introduisez tard, ce que je ne vous conseille pas, je vous conseille vraiment, dès que possible, d'introduire Zuntermann et Holzkrug, parce qu'eux, ils ont vraiment un rôle important. C'est que en fait, il ne peut pas blairer Weissmeyer et il y a Gideon de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est son objectif à lui, qui est la stase pourrie, de laisser pourrir les choses, est complètement à l'antinomie de Gideon, qui lui veut ressusciter un démon majeur, et de Weissmeyer, qui lui veut prendre sa revanche, parce que vous lui avez botté le cul normalement durant le pouvoir de trône. Donc ça, il faut vraiment jouer là-dessus, parce qu'il n'y a que Weissmeyer, au début, à moins que vous pouvez mettre des indices, mais grosso modo, il n'y a que Weissmeyer et Gideon qui sont en l'état capable de savoir que Zuntermann est le pouvoir derrière le trône et le grand manipulateur. C'est-à-dire que Weissmeyer ne sait pas qui est Zuntermann, mais il a vu son écriture. Parce que je rappelle que les cellules sont indépendantes. Donc un type qui bosse, un mec de la main pourpre de Nuln ne sait pas qui est la main pourpre à Aldorf ou à Mindenheim. Et c'est assez important en fait, parce que justement, ça, c'est ce qui renvoie dans la campagne à tous les petits soucis avec Casterly-Bérung. C'est-à-dire que tous les gens vont croire, tous les cultistes de la main pourpre, vont croire que votre PJ c'est Casterly-Bérung, mais en fait ils l'ont jamais vu, donc ils savent plus ou moins qui c'est, mais bon, c'est pour ça que ça crée des situations un peu goguenards. Mais c'est assez important, et c'est aussi pour ça que Casterly-Bérung s'est un peu fait voir tout de suite, c'est parce qu'il cherchait à unir les mains pourpres. Donc je reviens à mes moutons, Zuntermann fait son petit endgame, et voilà, il faut faire gaffe. Moi je vous conseille vraiment, s'il y a un PNJ que vous devez introduire assez tôt, c'est celui-là, parce que ce qui va se passer, je vous explique, vous l'introduisez à la fin, les PNJ, vos PJ, ils sont pas cons. Ils vont se dire, dis non, c'est bizarre, on arrive à Aldorf, on nous dit qu'il y a un mec manipule qui contrôle tout le monde, c'est forcément un mec qu'on n'a jamais croisé avant. Ça va pas être des mecs de Mindenheim, ça va pas être des mecs de Nuln, c'est pas Casterly-Bérung parce qu'il est mort. Donc voilà, il faut quand même quelque part dire au PJ qu'il y a une raison d'avoir... il faut qu'ils connaissent les gens qui peuvent être manipulés, sinon ça sert à rien en fait. C'est comme si vous introduisiez le tueur dans un film ou un bouquin à la dernière page, c'est complètement con. Donc voilà, ce Zuntermann, je vous conseille vraiment de le mettre très tôt. Et ensuite, donc les espions, pouf, il y en a une pelletée. Je commence par les plus importants. Gray-Manuel Ferrand, c'est l'oncle de l'empereur. Lui, c'est un joker. C'est-à-dire qu'il a backé, donc c'est un mec qui est très, très centraliste. Il croit que tout le monde devrait obéir à l'empereur, tout le monde devrait suivre Aldorf, ce qui n'est pas le cas. Et c'est son seul, en fait, c'est les seuls œillères qu'il a. Sinon, c'est un mec de la vieille école, c'est un type qui est magicien gris, donc potentiellement, il sait qu'il y a des magouilles un peu partout. Mais voilà, surtout, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider. C'est-à-dire que si jamais vous avez accès à lui, vous arrivez à le convaincre qu'il y a une conspiration, que Zuntermann n'est pas clair, que Gideon rôde dans les parages, ou qu'il se passe vraiment quelque chose de pourri au royaume du Danemark, il vous aidera. Parce que lui, c'est l'oncle de l'empereur, il a des bypass partout, et c'est un mec très 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 important à soutenir. Donc si jamais vos PJ sont dans la merde,
Moi, les miens, ils l'ont été. Grimmel Ferrand, c'est vraiment un mec intéressant et très très fort pour ça. Alors attention, parce qu'il est vraiment très fort, dans le sens où c'est un peu un super PNJ, donc il faut faire un peu gaffe avec ce qu'on fait avec lui. Pas trop que les PJ lui tirent la couette dessus en disant « Oh mais sauvez-moi, Grimmel Ferrand, parce qu'on est vraiment dans la merde ». Ça, faut éviter. Donc il y a un truc intéressant qui n'est pas trop explicité dans la campagne, c'est qu'il y a un Charlot, dont on va reparler un peu plus tard, qui s'appelle Quintus Fassbinder, qui est grosso modo le monsieur savoir et connaissance sur les théories foireuses liées à Sigmar, liées au marteau, tout. Donc il a un rôle très important à la fin. Se retrouve en fait dans les pattes des PJ assez rapidement à la fin du dernier chapitre. Et vous pouvez vous dire, mais putain, qu'est-ce qu'il fout là? C'est bizarre, c'est un mec qui a toutes les réponses, et surtout qui étudie les forces du chaos. Et comment est-ce qu'un mec qui étudie les forces du chaos peut survivre sans se faire brûler par les applicateurs? C'est simple. Il est protégé par Grimmel Ferrand. Donc voilà, c'est une petite note, mais que je pensais vous donner quand même, parce que c'est pas un truc hyper explicite, c'est une ligne, je crois, dans le bouquin, donc très important, surtout que le petit pote, là, le Quintus Fassbinder, il y a un petit problème, c'est qu'on vous en parle très tôt, dès le chapitre 1, je vous rappelle, c'est lui qui signe la missive du chasseur de primes, qui s'appelait Custos, je crois, et c'est lui, en fait, qui connaît les déplacements de Castor Liberum, qui étudie Castor Liberum, donc notamment, c'est un gars, si vous le croisez très très rapidement dans la campagne, normalement, il peut vous donner quand même quelques éclaircissements sur ce qui se passe. Et à la fin, ça c'est un peu mal fait, dans le dernier chapitre, il vous dit tout, quoi. Mais genre de but en blanc, c'est-à-dire que c'est grosso modo ChatGPT qui vous dit, bah voilà, machin, il y a un marteau, le marteau il est au col du feu noir, faites gaffe, il y a des démons, faites machin, tu vois, il y a plein de trucs qui tombent d'un coup. C'est un peu bourrin, je pense qu'il y a peut-être plus simple à faire. C'est que si vos PNJ sont un peu malins, vos PJ, pardon, ils iront voir d'eux-mêmes, je pense, Quintus Fassbinder un peu plus tôt. Et laissez-les faire. C'est-à-dire que au début de la campagne, ils n'auront pas tous les éléments pour résoudre l'intrigue principale. Donc n'hésitez pas, quoi. Ils peuvent les contacter et vous dire, bah oui, c'est moi qui ai aidé Adolphus Custos. Oui, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la main pourpre, la couronne rouge. Mais bon, voilà, quoi. Je pense que ça mange pas de pain. Il faut toujours... La règle numéro 1 du jeu de rôle, c'est qu'il ne faut jamais aller contre les envies des joueurs. Il faut dire oui mais, il faut dire machin. Mais il ne faut jamais qu'ils se sentent bloqués, sinon... Enfin, il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de faire quelque chose et on vous dit bah non, vous n'avez pas le droit, il y a un mur ou autre. Il peut être absent, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, il faut faire un peu gaffe. Je continue un peu mon tour. Autre personnage assez intéressant, Madame Emmanuel Nacht, qui est un PNJ assez important dans les Uberstrike Chronicles et dans la boîte de base, qui est donc... faut reciter un peu l'histoire. À la base, c'est un PNJ qui était dans les trucs Games Workshop, qui est une espionne, qui est très très grande, c'est un peu sa caractéristique physique, elle est extrêmement grande, extrêmement maligne, elle a grandi en cadet. Et son truc à elle, c'est que c'est une espionne standard, comme il y en a tant d'autres qui bossent pour Grimmel Ferrand. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est très maligne et qu'elle a commencé à voir que peut-être qu'il y a Jens Zuterman, peut-être qu'il y a des de la main pourpre qui rôdent aux alentours d'Aldorf et du palais. Et donc, Jens Zuterman, qui est pas con, l'a envoyé à Petauschnock, il l'a envoyé, il me dit tiens, vous allez être le gouverneur plénipotentiaire du Berserk. Donc elle, c'est clairement une alliée que vous n'êtes pas techniquement censé avoir, parce qu'en fait, elle devine très vite plein de choses. Mais ça peut être intéressant. Voilà, à vous de voir si jamais vos PNJ, vos PJ vont au Berserk, ça peut être assez cool. Sachant qu'il y a un truc aussi, il y a une subodoration, je crois, dans les grenières box du premier bouquin, c'est que c'est elle qui a engagé Adolphus Custos. Et je pense que c'est pas mal, c'est un bon lien à faire, moi je l'ai fait. Mais je l'ai fait aussi parce que j'avais mélangé Rough Day, Hard Nights, donc le rude journée, dure nuit, dans lequel elle apparaît avec ça. Et je pense que ça marche plutôt bien en fait. Genre elle paye Custos pour qu'il trouve des mecs de la main pour les faire parler parce qu'elle a des doutes, mais qu'elle est retenue au Berserk. Moi Emmanuel Nack, je plus sois si ça prend pas trop d'importance. Donc on va passer un petit peu sur ce que j'appelle les espions locaux. C'est-à-dire que c'est des espions qui n'ont pas un rôle hyper important dans le grand ordre des choses, mais qui vont plusieurs fois intervenir et que vous pourrez utiliser selon votre bon plaisir. La chaîne de Grimshank, en fait, c'est un réseau de contrebandiers nains qui a été créé par le clan Hammerwatch. Donc le clan Hammerwatch, c'est les mecs qui ont fait le faux marteau. Parce qu'en fait, le vrai marteau, je vous ai dit, il est coincé dans une caverne. Donc l'empereur, il a un marteau qui est faux. Et qui va casser, à un moment. Donc c'est un clan de nains qui a créé le faux, et vu qu'ils ont un peu guilt-trippé, ils restent un peu dans la colle du feu noir, et ils ont prévu au cas où, si jamais il y avait un besoin immanent de ramener le vrai marteau ou de faire quelque chose, ils ont un réseau d'espions qui est plutôt pas de péter, surtout à la fin du jeu, parce que c'est des... En gros, on vous donne une pièce, vous donnez la pièce à un nain dans un bourg, par exemple à Avernheim,
le nain vous donne une autre pièce, et il vous fait passer de fil en aiguille comme ça, par des petits bateaux, Donc c'est un autre moyen plus subtil sur la fin du jeu de remonter jusqu'à Aldorf. Mais vous pouvez faites le jeu peut-être un petit peu avant, enfin, dites qu'il y a des nains qui les observent, que quand ils vont dans des brasseries naines, par exemple à Middenheim, il y a des regards un peu croisés, enfin ça peut être pas mal d'entretenir le mystère, un peu faire comme les membres du Lotus Blanc dans Avatar le dessin animé, c'est pas un truc pété je pense. Nastasia. Donc Nastasia, c'est la servante du baron Heinrich Stadtbringer qui va filer un grand coup de main à vos PJ normalement, je pense, dans le pouvoir de la trône. C'est-à-dire que si jamais vos PJ galèrent avec le complot et tout, elle est là pour leur filer un coup de main. Elle n'a pas trop de rôle après, mais techniquement, elle est censée accompagner le baron de temps en temps, donc vous pouvez la reclasser notamment sur la fin, quand il y a tous les Todbringer qui arrivent à Aldorf. Ça peut être intéressant. Après, bon voilà, c'est pas quelqu'un qui est censé être à votre service, mais on sait jamais. Ansni, donc c'est un gros relou, c'est un petit espion qui bosse à Nuln, qui est au service de la grande comtesse Emmanuel, qui est là pour vous faire chier, qui est là pour vous mettre dans la paperasse, qui est là pour savoir, en fait, qui tire les verres du nez au PJ, qui ne laissera pas les PJ sortir de l'enfer administratif tant qu'ils n'auront pas qu'ils n'auront pas dit ce qu'ils venaient faire exactement à Nuln. Voilà, c'est un mec qu'on peut replacer de temps en temps, c'est assez rigolo, et son grand gimmick, en fait, c'est qu'il est toujours trop bien habillé par rapport à son statut. Donc s'il arrive et qu'il est bonjour, je suis le responsable des douanes, il est super bien friqué, donc ça passe pas du tout. Mes PJ ont adoré le détester. Brunel Klaglich, ça c'est un personnage qui est très intéressant à mon avis et qui, tel qu'elle est exploitée de base dans le bouquin, est un peu dommage. Donc Brunil Klaglich, c'est un agent indépendant qui est en fait la grande méchante du pouvoir de le trône. C'est-à-dire que c'est elle qui va manipuler tout le monde, mettre en place toutes les conspirations. Si vous relisez le bouquin Le pouvoir de la trône, vous verrez qu'en fait elle hypnotise le champion du graphe, elle donne de la drogue au grand argentier, voilà. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on vous dit à chaque fois dans le bouquin étendu, donc dans le compagnon, on vous explique que, en grosso modo, c'est un agent libre, qu'elle bosse pour Weissmeyer, mais uniquement, elle sait que Weissmeyer va la tège. Donc moi, j'ai trouvé ça dommage, en tout cas dans ma campagne, je l'ai fait survivre au pouvoir de la trône parce que j'estimais que c'était un personnage qui était trop relou, enfin c'était vraiment une sorte de Milady pour juste la laisser pourrir comme ça. C'est une sociopathe, c'est une fille qui a adopté les voies de Ranald avant de les retirer. Enfin, il y a tout un historique qui est plutôt pas dégueulasse. C'est une fille d'imprimeur en fait, dont le père a été foutu au boucher alors qu'il n'avait rien fait et qui est devenue à moitié complètement folle à cause de ça. Qui ironiquement veut provoquer le chaos, mais pas dans la manière du don du chaos. C'est-à-dire qu'elle veut juste foutre la merde. C'est vraiment une espèce d'anarchiste de la première heure. Et c'est vraiment un personnage que je vous conseillerais de réutiliser, sachant qu'en plus, dans le Racornu, il est sous-entendu qu'elle a continué à bosser avec, enfin si elle survit, elle bosse avec les Scaven, elle bosse avec tous ces gens-là. Donc c'est un peu dommage de la tuer, je trouve. Enfin, la manière dont elle est butée, on a l'impression que c'est un reliquat à la première édition et qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de la réutiliser plus tard. Bon, enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un peu dommage. Il y a trop de background sur elle, elle sait faire pas mal de trucs et elle a des compétences de porc. C'est pas un peu dommage de la tuer comme ça dans une pauvre planque. Hugo Bottomdown, je vais pas trop en parler, c'est un espion qui bosse pour le Sudenland, donc pour la région qui est au sud de Nuln. Il meurt d'une façon complètement débile. Enfin, en fait, il suit les PJ, mais il est très très mauvais. Voilà, c'est juste un espion supplémentaire si vous avez besoin encore d'un espion, on sait jamais. On va continuer par ordre d'importance, je vais passer sur les comptes électeurs. Donc les comptes électeurs sont les personnes les plus puissantes de l'Empire, qui ont la capacité de choisir un nouvel empereur et qui ont joué au chapitre dans un espèce de grand conseil de l'enfer infernal. Chacun représente une province de l'Empire. Donc, à tout seigneur, tout honneur, le Karl Franz, l'empereur, est malade. Et c'est un gros problème. Il a été empoisonné par un médecin qui bosse pour Jens Zuckerman, et donc il peut faire grand chose. Donc il a un double qui est un soldat de la Reichsguard qui est pas très très subtil. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les relations des autres. C'est-à-dire que tous les problèmes de l'Empire sont plus ou moins affiliés aux gros comptes électeurs, ou les impactent d'une façon ou d'une autre. Et donc il est important que vous ayez en tête ce qui se passe dans l'Empire pour pour prouver aux joueurs que bah oui c'est la merde, et que oui il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc à tout seigneur, tout honneur, je commence par le graphe Boris Stadtbringer. Donc le graphe, comme vous le savez, est un mec qui était il y a jadis très très fort, très très costaud. Il a perdu sa femme, il est devenu dépressif, et à la fin du pouvoir de Trône, il est sauvé par les joueurs. Mais toujours, il a un peu des problèmes. Son principal problème, c'est qu'il y a une région au nord qui s'appelle le Nordland, qui est sur la mer des Griffes et qui veut devenir indépendante.
Et lui, il sent qu'il y a des attaques, il y a des trucs, et donc ça se passe très très mal. Il veut pas que le Nordland devienne indépendant. Sauf que le problème, c'est que le Nord Marshal, donc en fait le grand chef généralissimo du nord de l'Empire, qui est un très très bon pote de l'empereur, donc Théodule Gosser, lui il veut un Nordland indépendant. Et puisqu'il veut un Nordland indépendant, ben il y a un petit problème, parce que grosso modo pour l'empereur, quand il était encore pas malade, c'était le choix entre son pote ou un mec qui est censé être son allié au nord, qui a un gros pouvoir au nord. Donc voilà, ça c'est le premier problème. Le Nordland a des visées indépendantistes. À côté de ça, le chef Lar Ulrich, donc le chef des religieux d'Ulrich, lui a un changement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que pendant le pouvoir de le trône, vous avez un des frères, qui est Yaric Valgir, qui, bon, lui, il n'a pas d'histoire, parce qu'à la fin, il est compromis, patati patachmol, et à la fin du chapitre, il se barre. Il dit, j'arrête, je suis plus à Ulrich, donc je donne la couronne à mon frère. Et son frère, c'est un ancien soldat, enfin c'est un chevalier du loup blanc, qui était un gros balèze, et tout ça, mais qui vieillit. Et puisqu'il vieillit, et qu'il ne veut pas passer pour un mou, il accepte que les plus extrémistes des suivants d'Ulrich, notamment les fils d'Ulrich, soient reconnus comme étant des Ulrichiens à part entière, et il veut qu'il y ait plus d'action de la part de Todbringer. Donc Todbringer, il est un peu dans la merde. Parce que d'un côté, il voudrait bien que le Nordland ne devienne pas indépendant, mais de l'autre, il a des extrémistes qui le poussent. Et donc voilà, la position du baron de Todbringer est extrêmement fragile, et elle sera encore plus fragile au fur et à mesure de l'histoire. À côté de ça, vous avez le Middenland, qui est la région, grosso modo, c'est la province. Si Paris était Middenheim, la province serait le Middenland. Et qui a toujours été un peu inféodé, mais qui le vit bien, à Middenheim. Et il se trouve que le grand-duc qui dirige tout ça, le Middenland, oui, il soutient le Todbringer. Mais d'un autre côté, son ancêtre, c'est Magnus le Pieux. Et Magnus le Pieux, c'est ce grand empereur qui a fait la guerre contre le chaos, et patati patachmol. Donc ils sont un peu sigmarites sur les bords, plus qu'ulricains. Donc voilà, le gros axe qui n'est pas facile à gérer. En tant qu'MJ, c'est très compliqué, parce que faut penser que vos joueurs ont quelque chose à foutre de la division entre Sigmarite et Ulricain. Moi, j'ai eu plutôt de la chance que j'avais des répurgateurs d'un côté, et de l'autre, j'avais un prêtre de Tal, j'avais des gens un peu différents, donc ça roulait, mais c'est un peu compliqué. Donc on arrive sur les religieux, qui sont qu'en fait, grosso modo, parmi les comptes électeurs, il y en a 3 qui sont des représentants de l'ordre de Sigmar, dont le grand héroïste Yori, qui est plutôt un mec à la cool, en fait. Hélas, il va lui arriver une bisbille, quelqu'un va tenter de l'assassiner plusieurs fois dans la campagne, et à la fin il va réussir. Et lui, c'est censé être un peu le mec à la cool, qui est sigmarite, mais qui est avant tout un politicien, et qui justement doit un peu gérer tout ce cheptel-là. Il est à l'antinomie en fait de Lar Ulrich, et c'est très compliqué du coup sur la fin de la campagne. Ensuite, il y a la Grande Comtesse. Donc la Grande Comtesse, c'est la cousine de l'empereur, qui a des vues sur le Wissenland. Le Wissenland, c'est la région qui est juste au sud de Nul. Et à l'inverse, il y a le Sudenland, qui est la région, grosso modo aussi complètement au sud. Et donc toutes ces deux grandes baronnes, la baronne et la comtesse, veulent choper le Wissenland. Et donc elles vont se foutre sur la gueule amènement pour récupérer ça. Et c'est tout l'enjeu en fait, du dernier chapitre, c'est de vous faire balader dans un empire qui est en pleine déliquescence, où en fait pour les nobles, c'est OK Choral et tout le monde veut récupérer une part de gâteau à droite à gauche. Donc vous comprenez, Nul versus Sudenland, Ulrich versus Sigmar, Middenheim Nordland. On continue, parce que c'est pas fini. Donc il y a l'Ostland et le Talabecland qui se foutent sur la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Ostland a perdu son grand prince. Rappelez-vous, dans la vieille campagne, quand ça commence, il y a un petit papier il y a une annonce à laquelle répondent les joueurs qui est le grand prince Tassénique de l'Ostland cherche des gens pour aller faire une expédition dans la montagne grise. Il l'a fait, mais il se fait buter. Il se fait buter par des mercenaires. Et les mercenaires, on suppose, en tout cas les gens de l'Ostland supposent, qu'ils appartiennent au Talabecland, qui est la région au sud. Donc Bisbille, sachant qu'en plus le Talabecland pense que les mecs de l'Ostland sont des mecs pas très catholiques, qui seraient un peu corrompus, donc ils se détestent. Sauf que ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en fait c'est les Skaven qui ont buté le prince, et que les Skaven ont été baqués ou plus ou moins payés par Weissmeyer, et donc par la main. Et bon, à cela s'ajoute que le fait que Talabheim, qui est la grande cité sainte, en fait l'œil de Tal, soutient le Talabecland. Donc c'est un peu la merde. Et dernière région où c'est la merde et pas des moindres, l'Averland. En gros, dans l'Averland, vous avez une grande comtesse qui est très très vieille et qui utilise sa fille, qui elle par contre est complètement psychorigide, pour conserver le pouvoir. Et sa fille décide qu'il y a des villes indépendantes, notamment Stralsund, qui est une grande ville étudiante, cultivée, qui a toujours voulu être une ville franche, qui veut se rebeller. Donc cette rébellion est backée par le baron fou, dont j'ai plus le nom, qui, grosso modo, lui, le Marius Littpold, qui lui, en fait, les Littpold et les Alprom ont tour et tour toujours été les comtes électeurs. Donc en grosso modo, Stralsund est une ville proxy
pour que chacun serve son pouvoir. Et ça part un peu en couille. Alors bon, il y a deux comptes électeurs qui servent à rien, on va pas se mentir. Hein. Le Searland, je crois qu'ils ont autre chose à foutre avec les vampires. Et le Mood, bah voilà, quoi, c'est le Mood. On va pas épiloguer 107 ans. Donc nous avons parlé des comptes électeurs, maintenant nous allons passer probablement à l'empereur pour expliquer un petit peu la situation autour de lui. Vous verrez que je fais pas mal d'allers-retours. Donc l'empereur, qui est l'élément central de la campagne, hormis les comptes électeurs, les nobles et la main pourpre, c'est simple, il est malade. Notre petit Karl Franz national est très malade. Et parce qu'il est malade, pourquoi? Parce que, en fait, la main pourpre, donc Jens Zutermann, a engagé un médecin qui l'a peu à peu affaibli, empoisonné. Donc le principe, c'est que ce poison, si on peut dire, c'est en fait Gideon. C'est Gideon qui utilise une version moins violente de la fièvre pourpre pour faire en sorte que Karl Franz reste KO. Et donc il y a un médecin qui est un agent de la main propre, un assassin, un mec assez costaud en fait, qui va de temps en temps lui filer un remède qui est du bidon en fait, c'est l'emprise de Gideon qui s'arrête, pour dire ah bah regardez, c'est bon, Karl Franz n'est pas mort, tout va bien. Donc c'est un PNJ, les deux PNJ de toute façon, Karl Franz vous pouvez pas l'atteindre avant très très tard dans la campagne évidemment, et que tout comme le docteur, qui n'est que en fait dans le sérail du palais. Encore une fois, on parle de quelque chose qui va se passer vraiment à la fin de la campagne, à moins que vous fassiez autre chose. Et la seule personne qui peut, il n'y a que 3 personnes grosso merdo qui peuvent vous aider à accéder à l'empereur, et donc au médecin, c'est l'oncle, Emmanuel Ferrand, la cousine, donc la comtesse Emmanuelle, et éventuellement Marie-Louise von Pfaffen. Marie-Louise, en fait, c'est l'impératrice. C'est-à-dire que, on rappelle, l'empereur n'est pas marié officiellement. Il a plein d'enfants naturels, dont Louis-Paul, qui est censé être son fils plus ou moins naturel, et qui est trop chétif pour être reconnu par l'empereur comme son fils et pour accéder au trône. Et c'est là où intervient donc Wolfgang, le certain, le petit gars dont je parlais plus tôt. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir, très bien à la fin de la campagne, l'impératrice qui vient vous voir et qui gère les PJ dit bah, j'ai peur parce qu'il me semble qu'il y a des trucs un peu pas naturels autour du palais et j'ai besoin d'un coup de main de votre part pour sauver Karl Franz qui est très très malade. Donc libre à vous d'imaginer comment vous allez procéder pour sauver Karl Franz. Moi en l'occurrence, mes joueurs n'en ont rien à foutre. Ils ont dit ok, l'empereur est KO, on peut rien faire. Et c'est comme ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'il est KO et groggy, bah, Zutermann lui fait signer tous les édits qu'on veut, la mise au banc des Jugendfreud et donc l'annexion du Berserk, l'édit sur les mutants, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Au sein du... Il y a aussi le fait donc, assez important que l'empereur va avoir un double, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir en tant que joueur au début de la campagne que l'empereur est malade. Ça, vous ne pouvez le savoir que très tard dans la campagne quand vous aurez accès au palais. Donc il y a un garde qui s'appelle Hermann von Weilbach, qui lui est en fait un type payé, c'est un chevalier de la Reichsguard qui est là pour protéger l'empereur, donc qui se fait passer pour l'empereur. Le problème, c'est qu'il n'a ni la compétence, ni la connaissance, ni rien du tout de l'empereur. Donc il essaie de faire son job du mieux qu'il peut, mais tout de suite, il est sûr que la grande comtesse Emmanuelle, elle le voit directement. Et dernière personne qui est assez importante dans la grande tradition warhammeresque, c'est Hermine von Leibwitz. Donc Hermine von Leibwitz, c'est une obscure petite cousine de la grande comtesse Emmanuelle, qui est une nobliote de rien, qui est responsable des caves du palais. Et si vous jouez jusqu'au final, le final se passe dans un sanctuaire qui est situé au-dessus du quai du palais. Donc Gideon fait une sorte de mécanisme spécial pour faire tomber le marteau dans les caves et vous pouvez le choper. Donc bon, vous pouvez trouver ça bidon, vous ne ferez peut-être pas jouer, mais dans la grande tradition de Warhammer, c'est toujours les gens stupides, inefficaces ou qui ne sont pas là, enfin qui ne devraient pas être là, qui sauvent la situation. C'est-à-dire qu'en fait, Hermine, qui est cette petite souris grise qui déteste les nobles plus haut gradés qu'elle, peut potentiellement sauver l'empereur parce que bah, elle peut dire au PJ bah oui, il y a un passage secret, je peux vous indiquer les caves. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est une réflexion pure du dramaturge qui sauve tout le monde dans le château de Drakenfeld. Ou dans le château de Drakenfeld, si vous n'avez pas lu les bouquins ou lu un peu le truc, c'est le plus grand des méchants sorciers de je sais pas quoi de l'Empire qui est poignardé par un pauvre dramaturge de merde. Et le dramaturge, vous le retrouvez dans Rude journée, Dure journée, rude nuit. Donc voilà ce qui est pour l'empereur, grosso modo. Donc on est vraiment entre l'empereur, le cœur de la campagne, les comptes électeurs, les espions, on a fait le gros du palais. Donc maintenant, je vais vraiment faire une approche circulaire
pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe de manière plus simple dans la campagne. Sachant que, donc, juste pour redire, moi, l'empereur, son entourage, tel que je l'ai joué dans la campagne, je l'ai joué exactement dans le bouquin, à une exception, c'est que mes joueurs n'ont jamais compris que c'était Jens Untermann qui était le méchant. Jens Untermann les a manipulés très très tôt, donc ce qui s'est passé, c'est que la mauvaise fin où Jens Untermann accède au pouvoir s'est déclenchée. Donc Maria-Louise, son fils, ont été envoyés à l'hospice, et mes joueurs ont dû aller les sauver. Mais sinon, grosso merdo, il n'y a pas vraiment de différence. Donc je vais commencer de manière complètement abscon par le bas. Les questeurs du marteau. Donc les questeurs du marteau, c'est un terme générique que j'ai inventé. Il faut comprendre, c'est que, comme je disais, si jamais, c'est ce qui s'est passé dans ma campagne, si jamais vos personnages, vos PJ sont bloqués, ils ont un souci, que sais-je, Gideon, il faut quand même qu'il avance, parce qu'il faut qu'il aille récupérer le marteau. Donc il va engager d'autres personnes, des gogos supplémentaires, pour faire le boulot. Et là, c'est peut-être le moment où j'ai plus joué et prévu sur la campagne. C'est-à-dire que la campagne, j'ai commencé à la jouer, j'avais 4 des bouquins et j'ai récupéré le 5e assez vite. Donc ces personnages-là que vous croisez sont, à l'exception du Conan Seavers, sont des gens que vous allez voir tout au long de la campagne. C'est des personnages pour lesquels normalement vos PJ vont être attachés, notamment donc Renata et Sigrid. Donc Renata, c'est la batelière qu'on sauve très tôt dans Mort sur le Reich, qui est une Strigani qui va vous filer un coup de main. Sigrid, c'est la chef des bandits des hors-la-loi que vous pouvez rencontrer au château Wittgenstein. Irina Bauer et Goldstock, c'est deux personnages qui vous filent un coup de main dans l'auberge des bras du cheval, du bras de Templier, durant le pouvoir derrière le trône. Donc c'est des mecs très sympathiques. Et encore plus sympathique est le colonel Seavers, qui est un mec qui n'est introduit que dans l'Empire en ruine. C'est un gentil chevalier qui est le chef en fait des Ostlanders impériaux, donc c'est des montagnards qui protègent le col du Feu Noir. Et ce gars-là, il est obsédé, il veut prouver que que les peaux vertes sont un danger, sont un danger, sont un danger. Sauf que tout le monde s'en fout en fait, parce que les nobles font leurs intrigues, l'empereur il est malade, la main pourpre elle n'en a rien à battre. Donc ce qui va se passer, c'est que Gideon va manipuler Seavers pour lui dire écoute mon pote, pour être entendu, il faut que tu récupères le marteau de Sigmar. Et donc il va se lancer dans une petite quête pour aller récupérer le marteau de Sigmar si les joueurs ne font rien. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce que je trouve très mal fait dans la campagne, telle qu'elle est, c'est que grosso modo, on vous fait cette superbe illustration, que moi je trouve tue la gueule. On vous dit à la fin, si jamais vos joueurs décident de ne pas aller choper le marteau, Seavers y va, il récupère le marteau avec une équipe de gens que les PJ aiment, il le ramène à Aldorf, et là tout le monde meurt, parce que en fait ils sont cons, ils sont pas capables de retrouver le marteau, de défoncer Charles et tout. Ok, soit, mais il n'y a pas d'enjeu, parce que clairement, à moins que vous ayez vraiment des psychopathes dans votre équipe, il n'y a aucun scénario possible où vos PJ ne vont pas aller chercher le marteau. Enfin, après s'être tapé de l'intrigue, après avoir été les pieds dans la merde pendant 3 séances, enfin 3 opus, après avoir été poursuivis des scavens dans les montagnes, il est sûr que leur donner une quête un peu épique, ils vont foncer, bien sûr. Je veux dire, le jeu s'appelle Warhammer, on va chercher un marteau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit Seavers très tôt comme un mec sympa. J'ai introduit tous les autres, bien sûr, très sympathiquement pour leur montrer que c'était vraiment des gens très sympathiques. Et à la fin, j'ai plus ou moins, durant le dernier chapitre, donc l'Empire en ruine, il y a plusieurs passages à Aldorf. Et dans ces passages à Aldorf, j'ai laissé sous-entendre que Seavers discutait avec, on va en parler plus tard, mais un érudit qui s'appelle Quintus Fassbinder, ce type-là en question, qui lui sait un peu tout sur le marteau, sur les derniers jours de Sigmar, et que donc potentiellement il commence à avoir une amorce sur le marteau, et en même temps que les joueurs, ils commencent à se dire ah ouais tiens il y a un marteau à les choper, et c'est important si je le récupère, hop, on va enfin me prendre au sérieux. Et donc ce qui est pas mal, c'est que mes joueurs sont retrouvés en prison aussi, mais bon, imaginons les vôtres ont un contre-temps léger, ça veut dire qu'au moment où vos joueurs commencent à chercher le marteau, il y a une autre équipe qui commence à chercher le marteau. Et donc, il y a une course-poursuite qui s'engage, et mes joueurs étaient vraiment dedans. Ils se disent, putain, et tout, il y a Seavers qui est devant nous, on sait que c'est pas un mauvais gars, mais quand même. Et puis, peu à peu, je leur dis des éléments. Je dis, Seavers, il était pas tout seul. Il y avait une fille qui l'amenait en bateau. Donc, ils se disent, mais putain, ça peut être qui? On sait qu'il y a 4 personnes avec lui, et ça les a vraiment retournés. Et c'était vraiment très très bien, plutôt que de dire, voilà, vous avez potentiellement des gars, de toute façon, une option qui sera jamais utilisée. Donc, moi, je serai vous. Ces PNJ, une fois qu'ils ont été utilisés, Seavers, vous l'introduisez un peu plus tôt. Parce que, encore une fois, comme je vous l'explique, introduire tout à la fin, c'est la catastrophe. Et vous faites en sorte de montrer une sorte de... soit une course-poursuite, soit une sorte d'affrontement un peu déchirant, où en gros, c'est
Théoriquement, vos PJ sont des mecs bien, et cette équipe-là aussi est composée de personnes plutôt positives. Vous en faites ce que vous voulez, c'est encore une fois purement facultatif, mais moi je pense que ça montre un peu la cruauté de Gideon, d'être capable de prendre des gens qu'on aime et de leur retourner la tête pour qu'ils soient obsédés par récupérer un objet comme les PJ. Alors, ensuite, on continue par les religieux. Donc, les religieux, j'ai plus ou moins établi que c'était les gens qui avaient des pouvoirs divins, qui étaient représentatifs d'un ordre religieux dans l'histoire. La Rulric, donc j'ai pas mis Yarrick Valgir, parce que Yarrick Valgir, qui est le premier Arulric que vous croisez dans le pouvoir, il disparaît normalement à la fin du pouvoir, il se barre, il prend ses clics et ses claques, et il laisse en fait le chapeau à son frère. Son frère, le problème, c'est que c'est l'ancien chef des Chevaliers du Loup Blanc. C'est un gars qui est extrêmement véhément, déterminé, et qui est assez vieux, en fait. Tout l'inspiré de ce personnage-là, c'est qu'il va, pour prouver sa force, pour prouver qu'en fait, que Ulrich n'est pas enfin que Ulrich est toujours le dieu le plus puissant dans le Nord, il va commencer à accepter des gens un peu tarés, comme les enfants d'Ulrich, enfin les fils d'Ulrich qui sont des fanatiques, quoi. Et ça va poser pas mal de petits problèmes. Mais au fond, en fait, c'est un gars qui se retrouve coincé entre le marteau et l'enclume parce qu'il veut pas faire acte de faiblesse, il veut montrer que Ulrich est fort, et bah, il va se laisser déborder par l'enthousiasme de gens plus fanatiques que lui, chose récurrente dans le monde réel qu'on peut voir. Ensuite, à côté, on a les Sigmarides, donc on a Yori XV d'un côté et Volkmar le sévère de l'autre. Donc je rappelle, Yori c'est le théogoniste, Volkmar c'est le grand capitulaire, qui est le plus grand des guerriers de Sigmar. Yori va avoir un sale rôle. En grosso modo, Yori c'est plutôt un mec posé, qui va essayer de faire de la politique, qui est très neutre, mais qui va se faire un peu rouler dessus parce que, bah, il y a un moment, il va se faire tuer, simplement à la fin du jeu, et autrement, les gens essaient un peu de le manipuler. Sachant qu'il y a un truc qui est intéressant avec Yori, c'est qu'il a une herboriste qui s'appelle Elvira Kleinstone, qu'on croise très rapidement dans Mort sur le Reich. Si vous vous rappelez, dans Mort sur le Reich, il y a un moment où vous allez dans une grange rouge pour sauver une herboriste, et bah c'est elle. Et en fait, elle disparaît pendant 3 chapitres, on la retrouve à la fin. On la retrouve à la fin comme étant la soigneuse de Yori XV. Donc elle est partout où Yori XV va, notamment à la bataille du Rocher Scintillant. Elle est présente et elle passe son temps à balancer n'importe quoi, à dire oh là là et tout, je pense que l'empereur est faible. Donc en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, si vous vous rappelez, dans la Grange Rouge, si elle n'est pas chopée par les PJ, elle va être kidnappée par des gens qui vont l'amener à Aldorf. Et on ne sait pas ce qui arrive. Et en fait, elle est chopée par des gens à Aldorf qui sont des membres de la main pourpre, qui vont lui laver le cerveau pour qu'ensuite elle colporte qu'elle soit mise comme agent dormant de la main pourpre au sein des nobles, et en particulier notamment de Yori et des pontes religieuses, pour distiller partout du poison, pas du poison physique, mais en disant des rumeurs extrêmement brutales pour justement montrer que l'empereur est faible, que tout peut être propice à enflammer les nobles et faire un peu tout ce que bon lui leur semble. Et notamment, elle va pas arrêter de parler avec les Ulricains pour leur dire, notamment, et tout, l'empereur est très faible. Donc ça, c'est assez important et c'est un élément de jeu qui arrive très très tard. Personnellement, c'est un peu bourrin comment c'est décrit dans le bouquin, mais il y a moyen, ça se tient en fait. Ça se tient, c'est-à-dire que les joueurs, quand ils vont voir Elvira, ils vont se dire, mais putain, qu'est-ce que vous foutez là? Et peu à peu, ils vont se dire, c'est quand même bizarre et tout, qu'elle soit là. Et pour info, elle a été recrutée par Jens Untermann. Donc potentiellement, elle peut reconnaître Jens Untermann, ce qui est un peu bizarre, parce que les deux sont ensemble au Rocher Scintillant. Donc si les deux, théoriquement, si les deux PNJ sont dans la même pièce, c'est pas top. Donc utiliser un intermédiaire pour dire, plutôt que dire Jens Untermann a recruté Elvira, utiliser un intermédiaire, sinon la mèche est vendue. Volkmar, c'est donc un peu l'équivalent de Milvalgir, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus brutal, qui est taciturne, qui n'est pas un politicien, qui n'a aucune connaissance des nobles et des politiques, et c'est pour ça qu'en fait il voit pas du tout la main pourpre, ça lui passe complètement au-dessus, même si c'est vraiment, techniquement c'est un mec qui est dans votre camp, c'est-à-dire qu'il est complètement contre la corruption, mais étant un peu borné, ça peut se retourner contre lui. Sachant que techniquement, dans le canon, c'est lui qui devient le grand théogoniste ensuite. Donc après je passe sur des gens plus délétères, que vous allez croiser à droite à gauche. Île de Gunfroy, je vais en reparler, c'est au Piquet, donc c'est au nord, c'est une prêtresse de Myrmidia. Corbès, donc c'est le fameux druide, donc, qui a été recasté comme étant l'un des rares, si ce n'est le seul prêtre mâle de Ria. Il vous file un coup de main à Unterbaum, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, finalement il ne va pas revenir, à moins que vous repassiez au colline stérile, il n'y a pas de raison que vous repassiez. Borserk, c'est déjà plus intéressant. Borserk, c'est un gars, c'est un prêtre de Ranald qui est d'origine de Marienburg, qui va être utilisé par le Croc Jaune, donc les Skaven, dans le 4e chapitre, le raccord nu, pour faire un gros coup.
Et c'est un type que vous pouvez réutiliser à l'envie durant le raccord nu, et moi je vous conseillerais éventuellement de l'introduire avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec Middenheim, c'est que dans la théologie telle qu'elle est décrite, Ulrich ne peut pas blairer Ranald. Parce que dans la mythologie, il est dit que Ulrich avait demandé, quand le chaos est arrivé, à Ranald d'aller prévenir tous les autres, Verena et compagnie, pour qu'ils viennent lui filer un coup de main. Et en fait, Ranald n'est jamais revenu. Ranald n'a rien fait, donc Ulrich s'est battu tout seul. Et donc, il y a une très forte appréhension de la part des gens du Nord contre les Ranaldiens. Et donc, en fait, les Ranaldiens ne sont pas en odeur de sainteté dans la ville, et c'est pour ça qu'il y a les sous-rois, et que les sous-rois tuent quasiment les Ranaldiens à vue. Donc, Sörk est dans une position qui est très, 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 très instable au sein de la ville. Et clairement, les Ranaldiens sont bu d'un mauvais coup. Mais bon, ça peut être toujours intéressant d'introduire un Ranaldien un peu plus tôt, surtout au niveau du pouvoir derrière le trône. Isolbek-Negnen, donc ça c'est un personnage supplémentaire comme Edelmüller qui sont introduits dans le compagnon du pouvoir, qui grosso modo, elle c'est la bisounours, hein, c'est la chalienne type comme vous en avez eu 500 000, elle veut aider les pauvres, elle veut lutter contre les taxes, elle veut... Voilà, grosso modo vous allez beaucoup l'utiliser pour soigner vos personnages, pour avoir un vague aperçu de ce qui peut se passer. Le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, elle peut vous mettre en relation avec Katharina, qui est la princesse, parce que Katharina est une adepte principalement de Shalia. Par contre, elle est complètement bernée par Wittgenstein, forcément. Edelmüller, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est la grande prêtresse de Verena de Middenheim, qui, elle, peut vous donner des infos sur le cadre législatif, pour vous filer un coup de main si vous cherchez un bouquin, ou tous les côtés érudits de la ville. Mais je vois pas trop comment l'utiliser, parce qu'en fait, finalement, si tout de suite elle plonge son nez dans les bouquins, elle inspecte le côté juridique de la ville, elle peut très facilement trouver que Weissmeyer et la main pourpre manipulent un peu tout le monde. Donc, à éviter avec des pincettes. Encore une fois, quand il y a une petite étoile, c'est les personnages secondaires qui sont introduits plus tard. Les fanatiques, allons-y, plutôt religieux, quoique. Donc Beat Moser, c'est la chef charismatique des fils d'Ulrich, qui va prôner à chaque fois l'assassinat du Graf et le fait que les Ulrichiens soient remis comme étant... Enfin, que les religieux soient mis de côté, que les fils d'Ulrich deviennent vraiment... puissent se reproduire ensemble et diriger la ville. On l'entreaperçoit 2-3 fois, mais je vous conseille encore une fois de l'introduire assez tôt, notamment dans le pouvoir de la trône, ne serait-ce que par des rumeurs, parce que dans le 5e tome, elle débarque et c'est la grosse baston. Donc moi je serai vous, encore une fois, les fils d'Ulrich, insistez avant, c'est ce que j'ai fait dans ma campagne. Les fils d'Ulrich, j'étais directement introduit comme antagoniste dans le pouvoir, pour un peu aussi créer un red herring, une fausse piste, et mes joueurs avaient vraiment la haine, ils n'avaient qu'une envie, c'était vraiment de la buter, bien avant qu'il y ait le final au Roche Scintillant. Maltbatem, c'est un peu compliqué, c'est un des nombreux personnages qui est introduit dans le dernier chapitre. Donc c'est un mec du Norland, c'est un petit noble du Norland, fanatique, qui va essayer de tuer Katharina durant son mariage dans le 5e tome. Encore une fois, là, je n'ai pas de solution miracle. Hein. C'est vraiment un personnage qui est... En fait, c'est l'assassin. C'est le John Booth, c'est le John Booth Wilkins du pouvoir de la campagne impériale. Pour l'introduire, c'est un peu casse-gueule parce que qu'est-ce qu'un petit mec du Norland ferait avec vous? Voilà, encore une fois, c'est chaud. Donc, soit vous utilisez un autre personnage, soit vous le... Ce que j'ai fait moi, c'est que j'en ai fait un peu un naïf. C'est-à-dire que c'est un gars qui a introduit, dès que les personnages arrivent à Aldorf, chapitre 5, il leur colle au basque parce qu'il n'a jamais été à la capitale, il leur pose plein de questions très très niaises. Et en fait, pendant le mariage, à un moment, il discute avec des PNJ en disant qu'est-ce qui se passe, c'est qui lui, c'est qui machin. Donc le PJ dit lui c'est le Graf, lui c'est le grand capitulaire. Et à un moment, il se retourne et Maltbatem n'est plus là et il voit qu'il sort un pistolet, il est en train de tirer sur la princesse. Mais c'est un peu compliqué. En fait, tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous allez avoir besoin d'un assassin pendant le mariage. Rolf-Wasserburg, ça c'est beaucoup plus rigolo. C'est un membre d'un culte, en fait dans le col du feu noir, je vous ai dit, il y a le marteau de Sigmar, qui est tout au bout. Mais une des raisons pour lesquelles personne n'a jamais réussi à retrouver le marteau, c'est parce qu'il y a un ordre de moines fous de Sigmar qui estime que Sigmar ne pourra jamais revenir si on vole ses artefacts bénis. Donc en gros, sans le marteau, si quelqu'un prend le marteau, Sigmar ne pourra pas revenir, il n'y aura pas de Messie. C'est comme si Jésus avait besoin de son Saint-Suaire pour revenir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils butent tout le monde. À chaque fois qu'il y a un gars qui dit un Indiana Jones du vieux monde ou quelqu'un, un pire de tombe, ils arrivent, ils le butent. Et ce qui se passe dans la campagne, c'est que normalement vous arrivez aux alentours de la Verlande et vous discutez avec ce sympathique gars, parce qu'en fait, quand vous le rencontrez, il est tout gros, il se déguise, il a des grosses robes de bure. Il arrive
Et il vous dit, ah ouais, comme ça, vous voulez trouver des tombes, enfin, bah, pas de souci, je vais vous aider. Et donc, dans la campagne, vous êtes censé le jouer un peu façon Bibi Bécoyote, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il vous suit de loin, il vous jette des pierres, vous avez toutes sortes d'accidents chelous qui vous arrivent dans le col du feu noir. Par contre, le personnage est complètement taré et il a des stats de porc. Et ça, je vais insister, il a vraiment des stats de porc. Il a du 70 en combat, il a 30 PV, enfin voilà, faut vraiment pas le faire chier. Moi, je l'ai joué direct, c'est-à-dire que j'ai dit, bon bah voilà, il va essayer d'affronter, en fait, il est repéré par les joueurs, donc il y a une espèce de petite baston au niveau du sanctuaire, sachant que tous les moines ne sont pas fous, hein, il y a des moines qui sont parfaitement normaux, mais bon, j'ai fait un truc un peu sur un registre plus épique pour sacrifier les suivants des personnages pour montrer que bah voilà, on arrive sur la fin. Mais normalement, vous devez le jouer assez subtil. Clairement, c'est un gars qui est fou, mais qui est très intelligent, qui connaît parfaitement le col du feu noir et qui peut créer toutes sortes d'embrouilles pour vos joueurs. Ensuite, on continue, on arrive sur les extras. Donc ce que j'appelle les extras, ce sont des personnages qui ne sont pas forcément, enfin qui sont introduits. Donc déjà, ils sont tous des personnages bonus. C'est pas les personnages que vous allez avoir dans la campagne. Donc c'est comme les gens avec les petits astérix que j'ai montré plus tôt. Et c'est libre à vous de les jouer ou pas, simplement. Le plus gros, à tout seigneur, tout honneur, c'est le Gravelord, aussi appelé Seigneur des Tombes en français. Même si j'aime pas du tout, je sais pas, Seigneur des Tombes, je trouve que c'est pas catchy. Mais on s'en fout. Donc le Seigneur des Tombes, c'est un personnage extrêmement relou. Donc c'est un jeune adepte de Sigmar qui un jour se révèle nécromancien et qui décide que parce qu'il est nécromancien, il va devenir le plus puissant nécromancien sur Terre. Et il va en profiter pour, bah, comme tous les gens qui sont frustrés, faire une liste de tous les gens qui l'ont emmerdé dans la vie et les buter ou leur pourrir la vie. Donc il va aller retrouver son ancien chef moine, il va le buter. Donc ça c'est le père Marcus qui est le chef des deux frères Martin et Rolf. Il va aller trouver la fille qui lui a dit non quand il était jeune pour aller lui pourrir la vie, donc ça c'est les raisons de la colère. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à croire que les PJ sont sa némésis, que ce sont vraiment les personnages qui vont lui pourrir la vie, et donc ça va amener des situations absolument rocambolesques et débiles où bah, vos joueurs vont se retrouver à suivre le Seigneur des Tombes, ou lui foutre une baffe, il va tomber dans les pommes, enfin, ça va être n'importe quoi. Et le truc, c'est que vu que c'est un nécromancien, si vous le tuez, il revient. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 chapitres, il y a 4 scénarios différents du tome 2 au tome 5 de la campagne impériale, qui montent en crescendo, parce qu'en fait, l'idée du Seigneur des Tombes, c'est d'être reconnu par le Maître des Liches. Le Maître des Liches, donc c'est le grand nécromancien qu'on connaît si bien dans la V1. Donc ce gars-là, il a clairement un problème d'ego. Et donc voilà, après c'est à vous de jouer, enfin, il faut voir comment vos joueurs le prennent. C'est-à-dire que si vos joueurs, vous sentez que ça les fait marrer, que ça les fait un peu chier, mais ça les fait surtout marrer, bah, vous continuez avec l'histoire de Seigneur des Tombes, sinon bah, vous arrêtez parce qu'il peut être très très énervant, et il peut intervenir à différents moments de l'histoire. Je pense notamment au volume 4, donc le raccord nu, où bah, il se retrouve au milieu des conspirations des Skaven, et vous dites, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a des trucs très très drôles. Hein. Sur la fin, vous pouvez le faire intervenir pour sauver les PJ. En fait, il y a des morts vivants qui arrivent et qui sauvent les PJ alors qu'ils allaient se faire tuer par je sais pas quelle situation, parce qu'il dit et tout, vous ne pouvez pas mourir, seul le Seigneur des Tombes peut vous tuer. Voilà. Et en plus, il a une voix super nasillarde, donc enfin, pour le MJ, c'est très très drôle à jouer. Pour les joueurs, bah, ça dépend de vos équipes. Ensuite, les frères Martin et Rolf, ils sont liés, donc c'est les suivants du frère Marcus, et c'est les anciens collègues du Seigneur des Tombes. Ils sont, c'est vraiment des Sigmarites plutôt sympathiques qui après vont se retrouver au sanctuaire du Rocher Scintillant. Donc si vous avez besoin d'avoir des Sigmarites sous la poche, plutôt acquis à cause des PJ, normalement, et si vous avez joué l'histoire du Seigneur des Tombes, ça va de pair et c'est plutôt pas mal. Le Comte Orlok, c'est un vampire qui est un morceau coupé de Morceau-Lorac. Donc c'est un petit vampire à la Dracula qui se balade sur un bateau et qui remonte jusqu'à Aldorf. Normalement, vous êtes censé le tuer, mais mes PJ n'ont pas fait ça. Donc ils se sont retrouvés jusqu'à la fin de l'histoire avec lui, où c'est comme dans Dracula, quoi. Il a commencé à transformer des gens en vampires à Aldorf, et bon, il les a fait chier jusqu'au bout. Pourquoi pas, c'est vous qui voyez. Après, il n'est pas très costaud en fait. On croit que c'est un vampire extrêmement balèze, mais il n'est pas super costaud. Otto Bourman, c'est assez intéressant, c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Moi, je l'ai fusionné avec Holzkrug, je ne me suis pas fait chier. Donc Holzkrug, si vous vous rappelez, c'est le grand ambassadeur, patati patachmol. J'ai fusionné 2 personnages parce que sinon ça faisait trop de PNJ. Mais en gros, Bourman, c'est l'ambassadeur plénipotentiaire qui va à Kemperbad pour récupérer des sous. Et si les PJ sont sympas avec lui, quand ils vont le croiser plus tard dans la campagne, ils pourront leur filer un coup de main, notamment au final. Mais si vous avez besoin d'un noble
assez proche du pouvoir, vous avez besoin d'un passe-droit, bah, c'est le mec idéal, quoi, parce qu'il a pignon sur eux partout, et même s'il est un peu guindé, il pourra se révéler un allié d'importance pour les PJ. On continue avec des Skaven, donc Skress et Dritchkutzpitl. Donc Skress, c'est un... C'est un prophète gris qui dit tiens, je vais être nécromancien. Donc il utilise de la malpierre pour ressusciter des morts. Il opère dans les égouts de Middenheim. Vous pouvez le faire intervenir dans un petit scénario supplémentaire du pouvoir d'aller au trône. À vous de voir si vous estimez que faire jouer les Skaven aussitôt, de manière aussi puissante, parce qu'il est, bon, il est assez costaud quand même, et puis il a des serviteurs, vaut le coup. Ça peut être rigolo, comme ça peut être assez bourrin. Dritchkutzpitl, donc on va en reparler, mais en gros, il y a un assassin Skaven extrêmement puissant dans la campagne, et quand vous le tuez, il y a son apprenti qui veut récupérer le glamour, en fait, qui veut récupérer le prestige de son maître, qui va essayer de buter les joueurs. Donc c'est si vraiment si vos joueurs en ont chié, en ont bavé, ont vraiment les boules face à l'assassin Skaven, ça peut être intéressant d'utiliser son second couteau, si on peut dire. Le changelin, c'est particulier. Le changelin, donc c'est un personnage extrêmement puissant, c'est un démon majeur de Tzeentch, que vous pouvez utiliser pour remplacer Gideon. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon, bah, c'est Gideon, c'est un pauvre petit démon de merde, rien du tout, c'est le changelin. Donc c'est un avatar majeur de Tzeentch. C'est un monstre qui va se métamorphoser. Ça peut être aussi lui le doppelganger que vous rencontrez dans le pouvoir d'aller au trône. Il a bien d'utilité. Et en plus, vu que c'est un gars qui est censé être comme Tzeentch, ou je ne comprends pas ses ambitions, ok, il peut essayer de raiser la campagne, mais il cherchera jamais à tuer les joueurs. Il préférera s'amuser avec. C'est à vous de voir, il y a 3-4 pages dessus, je crois dans le 5e ou 4e bouquin. Perso, c'est assez casse-gueule. Moi, je trouve que je suis pas un grand fan enfin, je suis pas un immense expert du setting. Donc, c'est vous de voir si vous avez des joueurs qui adorent les figurines et tout, ça peut être plutôt cool. Et c'est une bonne occasion de renouveler un peu le challenge face à des gens qui s'attendraient à avoir un petit démon. Grimblin Finbird, c'est le roi des nains, donc il est assez important parce que le final du Racornus se passe à Caraxkig, qui est une grande forteresse, c'est un grand carac nain, et qui est envahi par les Skaven et leurs suppôts et des esclaves. Et ce fantôme peut être un moyen pour vous de pointer les PJ dans la bonne direction. En plus, il est assez rigolo parce qu'il passe son temps à râler. Donc, dans la grande tradition de Warhammer, ça va faire chier un peu tout le monde. Et Alphonse Hercule de Gascogne, donc le plus grand détective qui, outrage, n'est pas un gnome, mais est un halfling dans cette V4, vous file il a une petite mission pour vous durant le Racornu, mais bon, ça reste un grand détective privé qui est très très drôle. Moi, je vous conseillerais d'utiliser si jamais vous manquez un peu de PJ ou si vos joueurs sont un peu à la ramasse, ça peut être cool. On passe aux itinérants. Donc, les itinérants sont des personnages qu'on va recroiser plusieurs fois et pas uniquement à leur point d'entrée. Alex Esson est probablement l'un de mes personnages préférés de la campagne. C'est un marchand lourdeau extrêmement relou qu'on va croiser plein de fois qui, à chaque fois que les PJ seront dans la Paname, va leur filer un coup de main. Mais à part ça, il est très sympa, hein, mais il est complètement con. Donc il va passer son temps à faire des réflexions désagréables, il est stupide, il parle très fort, et donc quand le bateau, par exemple des PJ, la barque des PJ à la fin de Mort-sur-Rac va brûler, et ben c'est lui qui va se proposer de les ramener à Aldorf. Quand à Aldorf, ils vont essayer d'aller à Middenheim et qu'il n'y a plus de carriole, et ben il va se proposer de partager leur carriole et faire le voyage avec eux pendant 7 jours. Voilà, c'est vraiment pour la petite blague. Lady Isolde, c'est une grosse noble que vous trouvez au tout début de la campagne, comme Gunnar, comme Philippe Descartes. À vous de voir si vous voulez en faire quelque chose. Moi, je ne l'ai pas utilisé, hein, donc je ne l'ai pas trouvé transcendante. Gunnar et Hull, c'est vraiment si vous avez besoin de cocher un peu redondant. Voilà. Philippe Descartes, moi, c'est un PNJ / compagnon de mes joueurs qu'ils ont adoré, qu'ils ont refait jouer. Enfin voilà, on peut le recroiser, on le croise au début. C'est un genre de carte. Il vient rejouer aux cartes durant le carnaval de Middenheim, parce qu'il y a un gros tournoi de jeux de cartes d'impératrice écarlate, et il peut vous permettre de manipuler la chaperonne de la princesse si vous le souhaitez. Enfin, moi, c'est un personnage que mes joueurs ont adoré, donc je l'ai fait jouer jusqu'à la fin de la campagne. Après, vous voyez, encore une fois, c'est que des personnages itinérants, donc par définition, on peut les retrouver à droite à gauche, c'est que vous voulez. Docteur Maltissus, c'est vrai qu'une fois que le gobelin à 3 pattes a été trouvé, vous pouvez vous en servir. Pareil pour Joseph, mec très sympathique qui a filé un coup de main au PJ pendant le premier scénario. Moi, je l'ai tué, mais bon, vous pouvez vous en servir. Et Elvira, on en a déjà parlé. Donc, personnages qui vont revenir. On passe à nos amis les Skaven. Donc, les Skaven, pour comprendre. Les Skaven donc, sont des undead, vous le savez très bien. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont très très importants dans le 4e scénar, le Racornu. Donc, vous n'avez probablement pas encore le bouquin en français, mais le pitch du Racornu, c'est que vous avez ce type-là qui s'appelle Miles Ranmanrak, qui est un ingénieur qui a eu une super idée un jour. Il a dit, bah tiens, je vais créer un canon.
et avec ce canon, je vais viser la lune, morse libre, ça va péter, et il y aura plein de Malpires partout, et je serai admis au Conseil des 13. Sauf que, bah, pour ça, il a besoin de gens. Et la première personne que vos PJ vont croiser, c'est Krotz-Kratbach. Donc si vous vous rappelez, durant Mort sur le Reich, on va essayer de chercher un gros morceau de Malpire. Et il y a les Skaven qui sont à la recherche de cette Malpire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette Malpire-là, qui est censée être la plus grosse météorite de Malpire jamais trouvée, qui va être utilisée pour alimenter le canon de Malice. Ah, et donc là, on se dit, putain, peut-être l'un des aspects les plus cool de la campagne, c'est qu'ils ont enfin réussi à lier la pierre du château Wittgenstein avec l'histoire. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, Malice, j'en reparle pas, il est assez costaud, il y a plein de trucs autour de lui, mais le final, le Karaski, vous aurez l'occasion de faire plein de petites choses avec. Donc introduit à la fin, faites-le la totale, faites le speech du grand méchant, faut pas hésiter. Krotz-Kratbach, vous allez le croiser au moins une ou deux fois durant le Mort sur le Reich. Sneaky, c'est assez intéressant, c'est un mercenaire que vous rencontrez durant le pouvoir le trône. Si vous vous rappelez dans la vieille version, il y a un moment où il y a des hommes bêtes qui attaquent une auberge. Et donc c'est là où on va trouver, donc c'est dans cette auberge-là, ce petit Skaven va essayer de récupérer une carte qui est accrochée au mur. Parce que sur la carte, en fait, il y a ce que croient les Skaven comme étant la source d'un cristal d'immortalité. Enfin bon bref, c'est un peu un truc bullshit, mais en gros Sneakit est un mercenaire Skaven qui va aider toute cette histoire de Malice, de Krotz-Kratbach, et que c'est la première fois en fait normalement que vos joueurs vont voir des Skaven se balader à Middenheim un peu dans la nature. Et c'est aussi le moment où Erina, Eberhauer et l'ogre Golgoth vont filer un coup de main. Donc c'est aussi une belle introduction. Et c'est un mercenaire qui peut rejouer plusieurs fois dans la campagne s'il survit. Greywelch's Crag, on ne l'utilise pas tellement, en fait c'est censé être le boss de Susu Middenheim, qui est directement en opposition avec Malice. C'est-à-dire qu'en fait il n'aime pas que Malice et ses petits gars foutent la merde à Middenheim. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez le faire jouer ou pas, mais c'est juste un peu une présence. Par contre c'est lui qui va embaucher un type qui s'appelle Flirtich Quill, qui est extrêmement important. En gros ce qui se passe c'est que dans le Racornu, il y a la conspiration de Malice, qui veut faire péter Morse libre. Mais tout ça, ça va être caché. Et ça va être caché par Greywelch, qui lui veut faire en sorte que personne ne se doute qu'il y a des Skaven à Middenheim. Parce que rappelez-vous, les Skaven, ça n'existe pas. Donc il va embaucher Flirtwitchkill pour tuer tous les humains qui potentiellement ont une idée de l'existence des Skaven. Ça inclut un professeur qui va faire une autopsie d'un Skaven, ça inclut des égoutiers, ça inclut des voleurs qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, et j'en passe. Et ce type-là, je peux vous dire, il est extrêmement violent. Il a probablement les pires stats du tout le jeu. Donc vous aurez, ce sera quand vous devrez protéger le professeur, c'est un grand moment de jeu. Mais normalement, faut essayer de le tuer, mais ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, voilà, lui, il sert directement le boss de la ville, mais il en a un peu rien à foutre de tout le reste, quoi. Donc c'est un peu l'idée aussi, c'est que Malice exploite potentiellement la volonté de Greywelch et des Skaven qui vivent à Middenheim de ne pas faire de grabuge. Et c'est ce qui rend le Racornu très compliqué par certains aspects si vos joueurs ne montrent pas assez d'ambition ou d'initiative. Donc forcément, les Skaven, ils sont pas tout seuls, ils ont des humains, et c'est là qu'intervient le Croc jaune. Donc le Croc jaune, c'est des humains qui servent de manière parfaitement cynique en se disant de toute façon tout le monde va mourir, c'est la fin du temps, donc on va bosser pour les Skaven parce que les Skaven vont dominer le monde une fois que tout le monde sera mort. Et là, ça se complique, parce qu'en fait, le Croc jaune, ils sont extrêmement bien informés, ils ont des rôles assez importants et ils peuvent vraiment vous pourrir la gueule. La principale et la boss, entre parenthèses, du Croc jaune, c'est Raynamus. Donc Raynamus, c'est une égoutière qui est biclassée sorcière, donc elle a plein de pouvoirs, elle connaît parfaitement la ville, et elle peut vraiment vous faire chier pendant la campagne. Moi, je vous conseillerais de l'introduire assez tôt comme étant la gentille égoutière qui a filé un coup de main aux joueurs quand ils enquêtent sur la main pourpre, parce qu'après, elle est clairement... les égouts prennent une place, enfin les égouts et le monde souterrain prend une place extrêmement importante dans le Racornu. Et si vos joueurs ne sont pas préparés, c'est clairement game over, parce qu'on peut tomber sur des patrouilles de Skaven, on peut tomber sur, je sais pas, des gaz toxiques, enfin c'est un peu la catastrophe. Donc c'est son rôle et la manière dont vous l'utilisez avec parcimonie, j'espère, peuvent déterminer si vos joueurs vont vivre ou pas. Ensuite, le reste, bon, c'est plus simple. Karl et Gaius, c'est les deux assistants d'un professeur, donc celle qui fait une autopsie. Et le sergent Ottil Bruntner, on va en reparler, mais c'est un type qui est au piquet. Donc le piquet, c'est une sorte de fortification qui est tout au nord du Middenland. Et en plus de ça, donc il y a un secrétaire qui bosse avec Guilde des Ratiers, ainsi qu'un professeur qui va essayer de pousser à la chasse aux rats dans la ville. Voilà. Donc tous ces gens-là font partie d'une conspiration qui est le Croc jaune. Et
La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que si jamais ces personnages-là, au début du raccord nu, sont pas mis aux arrêts, démasqués ou neutralisés, ils apparaîtront dans le final. Et ça rendra le final potentiellement plus complexe. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais, la fin, le endgame du raccord nu, il y a une grande forteresse. Dans la forteresse, il y a des Skaven, il y a des esclaves, mais il y a aussi des humains. Et les humains sont des serviteurs des humains. Enfin, sont des serviteurs des Skaven. Et donc, parmi eux, potentiellement, vous avez 7 ou 8 personnes qui peuvent reconnaître les PJ. Et c'est ça qui est super important. Donc, c'était le point que je voulais vraiment donner. On passe à la main pourpre de Middenheim, qui a un rôle prépondérant à travers les tomes 3 et 4. Je vais pas trop passer de temps sur le pouvoir de trône. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que ce type-là, Karl Weissmeyer, qui dirige la main pourpre, donc qui est le Magister Magistri, le chef, comme Jens Untermann, le Magister Magistri de la main pourpre d'Aldorf, se fait normalement coincé par vos PJ et fuit. Donc il n'est pas censé mourir. Il reviendra à la fin de la campagne comme étant une sorte de joker, qui va retourner à Aldorf pour pour quémander auprès de Zuntermann qui lui file un job. Zuntermann va l'utiliser dès que possible comment dire, pour porter le chapeau si jamais la main pourpre venait à être révélée. Donc c'est vraiment un type qui est assez intéressant à la fin du jeu parce que vous pouvez vraiment le sortir du chapeau dès que vous le souhaitez, sachant que c'est lui qui est derrière la tentative d'assassinat de Katharina, la principale certaines motivations extrémistes qui poussent le Norland à devenir indépendant. C'est lui aussi qui a payé qui a utilisé les Skaven pour assassiner le prince couronné de l'Ostland, qui a quand même un rôle assez important au-delà de Middenheim. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il est parti, il y a un appel d'air. Et donc, le tome 4 commence avec la chasse à la main pourpre. C'est-à-dire que le but, on sait que la main pourpre possède 3 chefs. Le noviciat, donc le responsable des recrutements, qui est Gottfried Jarmund. Le responsable de l'argent, donc c'est l'impédimentiaire qui est Kelsbad. Et le terribilis, donc le responsable de la magie, qui va devenir le vizir Bar, qui était Weissmeyer et qui devient vizir Bar. Donc le principe, c'est que le vizir Bar arrive et dit ok, je vais faire une OPA sur la main pourpre puisque Weissmeyer s'est fait bolosser. Donc il est extrêmement violent, c'est à la fois un nécromancien démoniste, il vient d'Arabie. C'est un PNJ qui est très très puissant et il est possible parce qu'en fait tout le début de la main pourpre se passe sur une échéance de quelques jours. Donc vous avez quelques jours pour prouver au chef de la garde de la ville que la main pourpre existe, qu'il y a anguille sous roche, et vous assurer qu'ils soient tous dégommés. Donc le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez potentiellement le soutien de la ville pour dégommer la main pourpre. Le problème, c'est que vous avez, comme je dis, une deadline et un calendrier assez précis avant de faire votre rapport au graphe. Donc selon ce que vous faites, je ne peux pas vraiment vous dire, mais l'essentiel, c'est que Erich Casbald est un petit comptable qui cherche à tout point de vue à fuir la ville le plus rapidement possible, sachant qu'il a un troisième bras qui crache des flammes, mais bon, ça c'est un détail. À côté, vous avez Gottfried Jarmund qui, lui, a des états d'âme, et il se dit, finalement, la main pourpre, c'est pas terrible. Donc il va se rendre, mais en se rendant, il va se faire choper par les sous-rois, qui sont un peu les mafieux de la ville, et donc vous devrez le sauver. Mais lui, par contre, peut vous dire vraiment quasiment tout sur l'histoire. C'est-à-dire il sait il vous dira pas mal d'informations, notamment sur Castle Liberung, sur le vizir Bar, sur tout le monde, donc c'est vraiment un personnage qui est assez central. Et enfin, le vizir Bar, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'arrivez pas à le tuer, ou le neutraliser, il revient et il va bosser pour les Skaven. En effet, le vizir Bar, par l'intermédiaire de Brunild Kaglish, collaborait avec les Skaven. Et Brunild Kaglish donc, est l'un des rares personnages qui savait que les Skaven existaient et bossait avec eux. Donc attention vizir Bar, parce qu'il peut revenir à la fin. Voilà, à vous de voir comment vous allez... Encore une fois, Karakskig est intéressant parce que c'est un final où vous n'êtes pas obligé de foncer dans le tas comme des bourrins. Il y a pas mal de moyens de neutraliser le plan de Malitzransac, mais faites attention, parce qu'une trop grande adversité pourrait mettre en porte-à-faux vos joueurs. Et si vous ne leur faites pas comprendre qu'il y a d'autres moyens d'arrêter le canon, ça peut être casse-gueule. Erich Casbald, donc j'en parle dans vous l'interceptez, il n'y a pas de problème. Et Jarmund est un allié assez important, qui peut devenir très important dans l'histoire. Donc la main pourpre, encore une fois, ça peut être pertinent d'introduire Casbald et Jarmund durant le pouvoir. Il y en a un qui est avocat, il y en a un autre qui est comptable, qui est l'assistant du grand argentier au palais. Donc ça peut être assez facile quand même de les faire passer. Sachant que bien évidemment, il y a beaucoup de PNJ durant le pouvoir, donc personne ne vous en voudra s'ils apparaissent plus tard. Après tout, ils ont que des rôles. Enfin, ils sont censés juste être dans le décor, donc ils passent comme ça, coucou en arrière-plan. Vous en parlez pas trop.
Je passe sur les Todbringer, donc alliés très importants, très importants de la campagne, qui vont avoir un rôle dans le 3e, le 4e et le 5e tome. C'est quasiment les personnages les plus récurrents que vous aurez dans la campagne. Le Graphe, je ne vais pas trop en parler, c'est un personnage pilier qui est très malade durant le pouvoir, que vous allez ramener normalement à la vie, si tout va bien, vous allez empêcher de le faire, enfin, vous allez faire en sorte que les événements sur la couverture du pouvoir n'arrivent pas. Et donc après, il deviendra un de vos alliés, mais hésitant. C'est-à-dire que le problème, quand j'en ai parlé durant les comptes électeurs, c'est qu'il est tiraillé par plusieurs choses. Maintenir son pouvoir, faire en sorte que le Norland ne se rebelle pas, être en dehors de Sainte avec Aldorf, mais pas trop, parce qu'il estime que l'empereur est faible. Donc il y a plein de choses à gérer, et surtout il est influencé par plein de gens, notamment son entourage proche. Sa fille, Katharina, qui est un peu la good girl de toute l'histoire, donc qui est un très positif, et qui, passé le pouvoir dans le trône, va un peu se reprendre en main, et devenir beaucoup plus imposant dans sa personnalité, dans les choix qu'elle fait. C'est quelqu'un qui va toujours aider les PNJ enfin les PJ si vous allez un peu dans son sens, et voilà, dans le sens de la paix, vous essayez un peu de timbrer les choses. Et là, ça sera un peu l'agneau sacrificiel de la campagne, puisqu'elle va se faire tirer dessus à la fin. Et c'est censé justement tirer une larme et choquer vos joueurs pour qu'ils se sentent investis. Le baron Heinrich Todbringer est un mec assez intéressant, forcément. Dans la campagne originale, je crois que c'était lui qui devait devenir l'empereur. Qui était le vrai successeur de Sigmar, pardon. Ici, c'est un peu sous-entendu que, bon, bah, je sais pas si c'est une histoire du canon de l'histoire, mais grosso modo, il n'intervient que très tard. On ne l'aperçoit qu'à la toute fin, après le final du Racornu. Et après, c'est un allié de choix, en fait, pour vous. C'est-à-dire que c'est lui le patron de l'espionne, et il est là vraiment pour protéger sa famille, mais il filera toujours un coup de main à vos joueurs. Donc, après, ce que vous en ferez au final, je ne sais pas, mais c'est vraiment... en fait, son gros problème, c'est que c'est un bâtard, et donc il ne pourra jamais accéder au trône du Graphe, sachant qu'il y a pas mal de gens dans l'entourage du Graphe, notamment Hildegard Zimperlich, la surveillante de Katharina, qui aimerait bien le voir sur le trône. Mais bon, c'est une autre chose. En tout cas, c'est vraiment un allié de choix. Hildegard Zimperlich, forcément, durant tout le pouvoir, ça va vraiment être la personne qui va s'opposer à vous, si vous essayez d'obtenir une audience auprès de Katharina. Ça, j'en parle pas trop, parce que bon, le pouvoir, il y a suffisamment à faire, et c'est beaucoup mieux décrit que moi. Stéphane, il n'y a rien à dire, hein, il est très malade, on ne voit quasiment pas. Vérand, c'est un nouveau personnage qu'ils ont introduit, qui apparaît à la fin de la campagne, qui arrive avec Heinrich Todbringer, avec son ballon volant nain. C'est le chef des Chevaliers Panthères, et c'est le garde du corps du Graphe. Donc vous comprenez bien que quand il arrive à la fin, étant parti en mission avec le baron Heinrich, et qu'il voit que les PJ sont les nouveaux mecs cool à la cour, bah, il fait la gueule. Donc c'est un gars qui n'est pas forcément hostile, mais qui va clairement essayer de vous pourrir la gueule, de vous faire baisser dans l'estime du Graphe, pour prouver que c'est lui le meilleur, après qu'il va essayer de le protéger. Après, c'est un mec extrêmement loyal, il n'y a pas de souci. Mais il y a 2-3 entourloupes qui essaient de vous faire durant la campagne. À vous de voir si vous introduisez plus tôt. Moi, je vous conseillerais au moins de laisser les gardes en parler en disant, je sais pas, le capitaine Tugnheim va nous foutre un savon quand il va rentrer, pour introduire le personnage, pour savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive, et que potentiellement cette personne va être très en colère quand elle verra ce que les PJ ont accompli. Le Hochmeister Brogal, j'en parle pas trop, c'est le chancelier, c'est le chambellan, qui va surtout vous faire froncer les sourcils à chaque fois que vous essayerez d'aller dans le palais. Mais bon, c'est un personnage secondaire un peu rigolo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la seconde femme de Todbringer, Annika Nisk, qui est d'origine du Norland, et donc qui devait renforcer l'alliance entre le Norland et Middenheim, en fait, donc qui est morte, et c'est pour ça que le Graphe au début est triste. En fait, c'était la chef du sceptre de Jade. Et le sceptre de Jade, c'est un culte hédoniste à la gloire de Slaanesh que vous avez rencontré à Middenheim. Particulièrement pour son chef actuel, qui a été nommé par Annelisk. En fait, faut pas oublier, c'est Annelisk en fait, qui lui a donné un peu tout ça. Donc Skovar Wallenstein, c'est le chef de la guilde des marchands, et c'est un mec extrêmement relou, chiant, et qui s'avère être le dernier fils Wittgenstein. Et donc c'est là où ça devient drôle, parce qu'autant il y a une opposition forcée, parce qu'il est très désagréable durant le pouvoir, autant durant un cornu, ça va changer un peu d'atmosphère, puisque ce qui se passe, c'est que l'Escaven et Malice Ransack va apprendre que Gotthard, c'est le dernier Wittgenstein. Donc dans cette tête, il n'est pas très malin, mais il va se dire, ah bah tiens, Gotthard en fait, c'est forcément un expert en astronomie, comme son arrière-grand-père, donc je vais le kidnapper. Donc il y a toute une histoire où Wittgenstein se fait kidnapper par les Skaven, vous devez les récupérer pour le retrouver, quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, vos personnages vont être assaillis par deux gars qui sont assez marrants, faut dire. Donc c'est un espèce de gros mou
et une psychopathe qui veulent savoir, qui vont arriver vers vos PJ, qui vont bonjour mon ami, saurais-tu où est Gotthard Wallenstein, et qui vont pas arrêter en fait de les lancer sans arrêt, sans arrêt. Donc ça c'est cocasse. Et clairement, enfin le set de Jade est plutôt joué sur le côté cocasserie vaudeville, faut pas non plus trop se prendre la tête. À part si vous jouez, il y a une intrigue secondaire qui est assez dure dans le pouvoir de trône, qui est en fait sur les vins de la folie. En gros, il fait Wallenstein et ses potes du sceptre de Jade font passer du vin empoisonné dans les fontaines, qui est coupé avec de la drogue. Et donc le dernier jour, la dernière nuit du festival, si vous faites rien, durant le carnaval, tous les gens boivent à la fontaine, qui est une fontaine de vin, et ils deviennent complètement fous. Voilà, c'est un truc à arrêter. Je trouve que le scénario n'est pas très bien foutu d'ailleurs dans le bouquin, parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de moyens d'empêcher le vin d'être dispersé. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de subtilité d'intelligence pour arrêter le truc, donc je les ai laissés faire. Mais voilà, je trouve que sans apport dans le bouquin, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le sceptre de Jade n'est important que par la présence de Wittgenstein, clairement. Le piquet, j'en ai pas parlé, j'en ai vaguement parlé, c'est donc une forteresse qui est établie tout au nord du Midland pour protéger le royaume l'Empire contre le fort d'Airain, qui est un fort qui est là depuis des milliers d'années et qui actuellement est la résidence de gros guerriers de Nurgle. Qui se passe rien en fait, c'est un peu comme le mur dans le trône de fer. Mais c'est un passage obligé à un moment dans la campagne. Donc voilà, je me permets juste de récapituler ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins un personnage que vous allez revoir souvent, c'est le commandant Emilien von Kasborger. Donc les Kasborger, c'est les nobles qui possèdent tout ce fief au nord du Middenland. Et avant, il y a très longtemps, ils étaient graphes de Middenheim. Donc ils ne peuvent pas blairer le graphe. Et donc il faut que vous arriviez au piquet en essayant un peu de jouer sur tous les tableaux, sachant qu'au piquet, parce qu'il y a une mission qui vous envoie là-bas, et là il y a Otfried Brandner qui lui est un membre du Croc Jaune, qui va essayer de vous pourrir la gueule tout le temps en mettant les pires saloperies sur vous. Et le pire moment où ça arrive, c'est en fait il a un bidon explosif et il va essayer de vous tuer durant la nuit, donc c'est un peu la catastrophe. Donc il y a pas mal de gens assez folkloriques au sein du piquet, donc notamment Hildegunde Freud dont je parlais, qui est une prêtresse de Myrmidia, qui est l'amante en fait d'Emmeline et qui n'est pas respectée par les hommes. Parce qu'en fait elle est prêtresse de Myrmidia et la majorité des gens qui sont dans le campement sont soit Sigmarites, soit Ulricains. Donc il y a un peu un bisbille, et si la relation venait vraiment monter, ça peut être un lien que vous pouvez utiliser pour montrer que Brandner essaie de foutre la merde au sein du camp. Donc Degni, j'en parle pas, c'est un nain qui fait tout péter. Vilus Habitch, c'est le quartier maître qui en fait se fait de l'argent en vendant la poudre. Donc les explosifs qu'il a, il les vend au Croc Jaune. Bon, il sait pas que c'est le Croc Jaune, bien sûr, mais il les vend comme ça. Et cette bombe, ces explosifs vont être utilisés par les humains et dans le Karakskik pour un peu foutre la merde. Et Tillich, c'est l'étudiant Erasmus en fait. C'est un mec qui vient. C'est un cavalier Ungol qui est là, qui n'a pas grand chose à dire en fait, mais qui est plutôt un mec à la cool si vous arrivez à devenir son pote. Je passe des meilleurs. Ensuite, on arrive clairement sur un peu le secondaire. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont très importantes dans la campagne, mais il faut se garder 5 ans dans la tête. Et le premier, vraiment, qui est plus compliqué à gérer pour moi, c'est la couronne rouge. Pourquoi ? Parce que la couronne rouge, ils sont introduits très très tôt. Donc c'est un culte de Tsench qui veut essayer de rendre les hommes bêtes extrêmement intelligents pour qu'ils soient une menace dans la vie, dans l'Empire et qu'ils détruisent tout. Ils sont gérés par Etelka Herzen. Etelka Herzen est une noble qui donne le parchemin, qui était en fait, qui était avec l'instigateur des événements de l'ennemi dans l'ombre, donc le grand, j'ai plus son nom, mais le noble en fait qui va faire le rituel à la fin du premier chapitre, qui lui donne en fait le parchemin pour faire l'invocation. Sauf que son rôle ne s'arrête pas là. Son rôle principal, c'est qu'en fait c'est la chef de la couronne rouge. Et tout Mort sur le Reich, en tout cas la première partie de Mort sur le Reich, c'est un peu un chassé-croisé, on essaie de courir après elle, sauf qu'elle est sur la piste de la météorite de Malpierre, donc on la poursuit, c'est les chassés-croisés. Elle a un assistant qui est Ernst, que vous allez croiser au tout début de la campagne et retrouver plus tard. Donc c'est un peu, c'est pas super, enfin personnellement je trouve ça pas super intéressant. Je vais être clair, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et bon ça fait un peu la course poursuite. Mort sur le Reich est très chouette comme panorama de l'Empire, mais ça s'arrête là. Ensuite ce qui se passe, c'est que théoriquement elle meurt, enfin vous la tuez juste avant d'aller au château de Wittgenstein. C'est-à-dire qu'avant d'aller au château de Wittgenstein,
vous la retrouvez à un endroit où potentiellement il y a des indices sur la météorite de Mars Libre, et il y a une grosse baston à la con, et je vais être honnête, je l'ai maîtrisé une fois, il y a longtemps, je l'ai joué une fois en tant que joueur, et à chaque fois c'est pourri. Enfin c'est pourri, c'est-à-dire que vous avez un observatoire, et tout le monde se fout sur la gueule amènement, enfin c'est assez naze. Donc ce que propose la campagne, ce qui n'est pas bête, mais vous pouvez le savoir que si vous achetez le compagnon du 5e tome, c'est un siège. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne, le marteau de Sigmar, vous le récupérez, mais il n'est pas complètement OK. C'est-à-dire qu'il lui manque des batteries. Et pour rafistoler le marteau, il faut que vous ayez dans une ville qui est située pas très loin de Caperbad. Et pas de bol, quand vous arrivez, la ville est prise d'assaut. C'est-à-dire qu'il y a un héros de la Couronne Rouge qui arrive et qui dit dans 3 jours, vous vous rendez tous, sinon la Couronne Rouge vous bute. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez le scénario est extrêmement bien fait, avec des événements, avec de la traîtrise, avec tout ce que vous voulez pour satisfaire les stratèges en herbe, les gros bastonneurs. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Moi, je l'ai joué, en plus, j'ai fait encore plus fort, c'est-à-dire que j'ai dit, il y a un siège, et pendant le siège, en fait, vous allez pouvoir infiltrer, parce que c'est un lieu druidique, de Thal, d'Ulric, etc., qui est sur une colline. Pendant ce temps-là, en fait, quand il y aura l'attaque, vous pourrez à ce moment-là vous infiltrer dans le talus, aller récupérer, et sanctifier le marteau de Sigmar. Bon, c'est un peu mon côté Seigneur des Anneaux, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais ça rajoute un peu de piment. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a 2 personnages qui vont se rajouter supplémentaires à la Couronne Rouge, si jamais vous ne les avez pas tués. Dans le château Wittgenstein, il y a un gros guerrier du chaos qui s'appelle Ultanar, et il a son pote le Minotaure qui dort dans le château Wittgenstein. Et tous ces gens-là, en fait, bossent ensemble pour la main pourpre. Moi, je serais vous, encore une fois, je trouverais un truc durant Mort sur le Rack pour pas les tuer. Pour dire, ils ont fui, machin, parce que moi, dans ma campagne, tous mes joueurs étaient là, genre, putain, était le Casquerzen, c'est la Couronne Rouge, où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils se rappelaient, qu'il l'avait tué il y a très longtemps, mais surtout, ils se disaient, on l'a pas tué, quoi, donc il faut qu'on finisse cette histoire. C'est un peu comme le maître des tombes. Donc, je serai vous, je ferai du teasing, je les montrerai, par exemple, quand ils remontent le Reich vers les collines stériles, ils les aperçoivent sur des falaises, et ils s'entrecroisent, mais ils n'arrivent jamais à se tuer, pour offrir à la fin, après divers signes et indices, notamment le fait qu'il y a des recrudescences d'attaques d'hommes bêtes à travers l'Empire, qui retrouvent la Couronne Rouge à Disdorf, et là c'est le grand final, en veux-tu en voilà. Les magiciens, donc là on n'arrive plus sur des groupes de personnages que vous avez croisés. Les magiciens, c'est pas très compliqué, hein. La majorité sont introduits à la fin du jeu. Tyrus Gorman, c'est le grand chef des magiciens, on le voit juste à la fin, donc il a un caractère assez véhément et tout feu tout flamme. Il vous file c'est lui qui fait un peu avancer si les choses deviennent un peu trop chiantes durant les négociations à Aldorf, notamment avec le faux empereur, avec les comptes électeurs, il peut un peu pimenter le truc parce qu'il n'aime pas rester tout seul. Vous avez ensuite donc 2 personnages qui sont juste présupposés, c'est la chef de l'Ordre de Jade, que vous reconnaîtrez comme étant Gillian Anderson de X-Files, et Balthazar Gate, qui n'ont quasiment aucun rôle en fait, si ce n'est qu'ils sont présents durant le final, la grosse baston finale, et on vous dit clairement que si la matriarche de Jade meurt pour que vos PJ survivent, tant mieux, c'est bien pour vous. Plus intéressant, Hieronymus Bitzen, donc ça peut être potentiellement un mentor et quelqu'un qui va filer un gros coup de main sur les enquêtes sur la main pourpre et sur les Casquerzen à vos PJ. Vous pouvez le croiser à Bogenhafen, vous pouvez le croiser plus tard. Moi, c'est un mec que j'ai fait récurrent et que j'ai soustrait en fait à Yana Eberhauer. C'est-à-dire que Yana, c'est l'assistante du grand magicien de Middenheim. Et il y a un moment dans le raccord nu, elle se fait kidnapper par les scaveux justement parce que c'est une mage bleue et que les mages bleus peuvent prévoir les destinations de Mors Libre. Donc voilà. Moi, vu que j'avais déjà Hieronymus Bitzen sous la main, je me suis dit, et vu qu'il était très très pote avec un des persos qui était magicien, je l'ai réutilisé jusqu'à la fin. Et Grey Emmanuel Ferrand, j'en ai déjà parlé, il est aussi, faut pas oublier, c'est qu'il est aussi magicien, donc potentiellement, il peut aller rendre visite à Tyrus Gorman ou à d'autres personnes des ordres de magie. Les filous, il n'y en a pas 500 000 en fait, il y en a vraiment 2 qui sont très importants. Sacha Roberts, c'est un personnage supplémentaire qui est introduit dans le pouvoir d'Alotro, le compagnon. En fait, c'est un fixeur, c'est un mec qui bosse pour un des sous-rois et qui a vu une cérémonie de la main pourpre. Donc la main pourpre va le buter. Donc il a une situation qui est très intéressante, c'est que d'un côté, il faut qu'il bosse pour les sous-rois, mais la main pourpre est en train de payer son boss pour savoir qui il est, quoi. Donc il faut qu'il donne des résultats à ses chefs tout en ayant un profil assez bas qu'il ne peut pas avoir en fait pour ne pas se faire choper par la main pourpre. Et donc c'est pour ça, c'est la meilleure introduction pour les PJ qui seraient un peu filous, qu'on aurait rien à foutre des taxes. C'est un mec qui vient les voir et qui dit écoutez, moi je peux vous aider, je peux vous donner de l'argent, etc. Mais il faut que vous enquêtez sur la main pourpre, je crois qu'il se passe quelque chose, les taxes, c'est pas normal.
Et donc c'est vraiment, c'est plutôt, enfin je le décris pas très bien, mais dans le bouquin c'est super bien foutu. Et c'est s'il y a un seul un PNJ supplémentaire à utiliser dans la campagne, dans le compagnon du pouvoir d'aller au trône, c'est celui-là, clairement. Euh, les sous-rois, donc comme j'en parlais un peu plus tôt, c'est en fait c'est les chefs de la mafia. Il y en a trois quatre, ils se tirent la bourre. Je vous conseille de lire le bouquin sur Middenheim ou le supplément de, enfin, en tout cas le petit encart dans le pouvoir sur eux, parce qu'ils auront un rôle assez important et les oppositions et les antagonismes qu'ils ont entre eux peuvent être utilisés par les joueurs pour sortir un peu leur épingle du jeu. Parce que sinon, en fait, grosso modo, bah, on vous dit clairement, si vous êtes dans les quartiers qui contrôlent, vous avez une cible sur le dos et vous allez vous faire cramer la gueule. Donc, les sous-rois, essayez de bosser le truc, relisez bien le bouquin, ça peut être assez important, surtout si vous avez des joueurs qui sont adeptes un peu, qui sont un peu voleurs filous, ou à l'inverse, qui sont complètement à l'ouest et qui ne comprennent pas du tout le monde souterrain, ça peut assez jouer. Les érudits, il n'y en a pas 500 000, encore une fois, il y en a 3 qui sont importants, enfin, il y en a 11. Quintus Fassbinder, c'est un peu le monsieur, c'est Basilisk Exposition, c'est le mec qui va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir à la fin de la campagne, sur Sigmar, sur le marteau, sur la main pourpre. En gros, c'est un érudit qui est spécialiste des théories farfelues sur le chaos et sur Sigmar. Et en fait, il est désavoué par tous les érudits ayant une bonne réputation. Par contre, il est protégé par Grimel le Ferrand, l'oncle de l'empereur. Et c'est la seule raison pour laquelle il n'est pas passé au feu par les Sigmarites. Alors le truc qui est compliqué avec Quintus Fassbinder, c'est qu'il est introduit très très tôt dans une lettre du premier chapitre. Et si vos joueurs sont un peu malins, ils vont dire bah on va toquer à sa porte quoi, quand on sera à Aldorf. Et si vous faites, enfin s'il le rencontre très tôt, il y a moyen d'avoir plein d'informations super importantes. Donc là c'est un truc un peu touchy à jouer. Moi je l'ai fait en sous-marin, c'est-à-dire que j'ai rien dit aux joueurs. Les joueurs ont dit ah ouais machin, faut qu'on passe voir Quintus Fassbinder. J'ai rien dit. Ils ont oublié, j'ai rien dit, puis à la fin ils font ah mais c'est Quintus Fassbinder, ah mais c'est super important, donc voilà, je l'ai fait comme ça, c'est peut-être pas la façon la plus subtile de le faire, mais ça vaut mieux que dire ils vont toquer à sa porte à chaque fois qu'ils vont à Aldorf, parce qu'il retourne quand même 3-4 fois durant la campagne à Aldorf et il est jamais là, c'est un peu touchy. Albertus Niemann, c'est à Streisand, donc c'est vers la fin aussi, c'est le doyen de l'université Streisand. C'est un gars qui vous donne pas mal d'informations sur justement Disdorf, Wolschugel et la manière de restaurer le marteau, sachant qu'il est dans le viseur des gens qui pourraient potentiellement prendre le contrôle de la ville parce qu'il est fièrement indépendantiste et donc quand vous arrivez dans la ville la deuxième fois, bah, c'est une sorte de course-poursuite entre vous, les gardes, le baron fou ou qui que ce soit qui contrôle la ville pour le récupérer. Les 9 yeux, alors ça c'est très important dans l'histoire. Les 9 yeux sont 9 cultistes de 9 cultes de Senge différents qui bossent, enfin qui ont été payés qui ont été manipulés par Caster Liberung pour former le prince Wolfgang. Chacun a une spécialité. Donc il y a un historien, il y a une épéiste, il y a un spécialiste de diplomatie, etc. etc. Ils viennent tous d'une ville différente et ils sont à différents endroits de l'Empire. Donc j'ai pas de recette miracle. Moi, en gros, je les ai introduits comme dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez au château Reisgard pour rencontrer Wolfgang, avant qu'il soit marié, parce que le baron Heinrich, Todbreger, a un peu des doutes sur son futur beau-frère. Et voilà, en fait, on se dit qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Mes joueurs ont dit putain, c'est les 9 yeux, on a déjà vu ça, on sait que c'est des cultistes. Donc ils ont commencé à les buter, mais ils n'en ont pas buté assez. Donc normalement, en fait, il y en a 3 au château, 3 à Aldorf et 3 en Maraude à travers l'Empire. Sauf que, arrivé à ce stade de la campagne, ça va être très compliqué pour vos joueurs de dire bon bah allez hop c'est parti, je vais aller à Bogenhafen ou oh je vais aller je sais pas moi je vais aller à Nul pour buter des érudits quoi. Donc ils sont pas extrêmement costauds hein, bien sûr hein, mais bon voilà. Mais c'est un peu compliqué et on vous donne une dernière aiguille, c'est qu'à la fin du jeu, juste avant la grande cérémonie où Charagretou va être ressuscité, vous avez possibilité de les tuer, mais c'est très compliqué parce que la main pourpre d'Aldorf les protège en fait. Et donc voilà, c'est un peu tricky les 9 yeux, c'est pas forcément le meilleur truc du jeu je trouve. Il y a peut-être moyen, je sais pas, de réduire ça à peut-être un mec très balèze, je sais pas. Il y a forcément mieux que ce que j'ai fait, ce qui est proposé dans le bouquin, encore une fois, je l'ai dit. L'historique éditorial de la campagne est très compliqué. Je pense que les 9 yeux, ça a été un peu torché par-dessus l'épaule. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, l'idée de quelqu'un qui manipule Wolfgang comme un Manchurian candidate, c'est pas mal. Mais est-ce que 9 mecs, c'est nécessaire? Je suis pas sûr. On arrive enfin sur la fin.
Les militaires, bon, je vais très vite passer. Emile, j'en ai parlé, chef du piquet, Colonel Sievers, potentiellement le gogo de l'histoire. Verun Tugheim, c'est votre meilleur ennemi. Le capitaine Ulrich Schussmann a un rôle super important. C'est l'un des très nombreux PNJ qui vous est présenté durant le pouvoir derrière le trône, et c'est lui qui devient votre meilleur pote durant le raccord nu, parce que c'est lui qui va créer une commission contre les menaces inconnues à Middenheim. C'est lui qui va vous baquer, vous filer du fric, vous aider pour la recherche contre les Skaven, pour la recherche contre la main pourpre. C'est important, vraiment, c'est un gars qu'il faut mettre tout de suite en exergue, très tôt, et vos joueurs vont s'attacher à lui. Enfin, c'est plutôt l'un des mecs en plus les plus posés, puisque Ulricain, faut pas oublier, c'est Sigmarit, c'est l'un des rares Sigmarit justement à Middenheim, qui peut être un point assez important à jouer, notamment si vous avez des, je sais pas, des répurgateurs ou des prêtres de Sigmar chez vous. Le capitaine Bruyck von Flamme est un personnage taxi. En fait, c'est le taxi qui va vous aider durant la dernière partie de la campagne à aller chercher les marteaux, donc traverser tout le Reich, puis l'Aver d'Aldorf jusqu'à Averheim, pardon. En fait, c'est une fille à papa à qui on a filé un bateau, qui sait rien faire à part se la péter, et c'est son second qui est un peu le vieux loup de mer. Donc voilà, là, personnage sympathique que j'ai entendu 3 fois parce que bon, mes joueurs aimaient bien passer du temps sur un bateau militaire comme le Carobourg où il y a plein de Marines qui sont là pour leur filer un coup de main. Enfin les nobles, il n'y a pas grand chose à dire, donc Emile j'en ai déjà parlé. Deux nobles, Luciana et Ewald, qui sont des gens qui sont introduits dans le gros bouquin d'Aldorf et qui sont ressortis dans le final, c'est-à-dire que c'est des gens qui font partie de la commission Sigmarit menée par Holzkrug et le grand capitulaire qui vient voir le baron, le grave Todbringer à la fin de l'histoire pour leur dire il faut qu'on fasse une alliance, il faut que Wolfgang se marie avec Katharina et j'en passe. Et grosso modo, c'est les gens qu'il ne fallait pas inviter. Il ne fallait pas les inviter. Luciana, c'est une psychopathe qui sert que seul canne, donc elle pète des câbles durant la soirée. Et Ewald, c'est une crapule, c'est un mec qui sert à rien, qui passe son temps à faire le sycophante à partir de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment des deux relous. Moi, je les trouve pas forcément importants. Très clairement, c'est des personnages qui apparaissent qu'une fois en guest star pour faire un peu la promo du bouquin sur Aldorf, mais à part ça, ils servent à rien. Donc à vous de voir si vous voulez en faire quoi que ce soit, mais encore une fois, je pense qu'il y a assez à faire avec tous les personnages de la campagne. Et le baron Marius Slider, j'en ai un peu parlé, c'est quelqu'un qui cherche à devenir le comte électeur de l'Averland, qui se fout sur la gueule avec les Alprom, donc les comtes électeurs de cette région, et qui va tenter de reprendre Streisand, qui est l'une des dernières villes nécessaires où les PJ forcément doivent s'arrêter. Personnage très très drôle, moi je me suis éclaté à l'interpréter. Il est mercurial, donc il passe son temps à passer du coq à l'âne, il va jouer aux échecs, puis après, la seconde après, il va insulter les joueurs, puis il va, je sais pas, consulter une map monde. Enfin voilà, c'est un mec complètement fou et volubile, très très sympa à jouer, vraiment du très très grand Warhammer. Et ben écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. Très clairement, comme vous le voyez, il y a pas mal de gens dans la campagne. J'ai passé pas mal de temps à vous faire un petit peu cette mind map, on va dire, qui est imparfaite, je vais pas mentir, de la campagne impériale. Encore une fois, la campagne, vous pouvez la jouer comme ça. Vous pouvez la jouer super linéaire. Vous introduisez les gens au fur et à mesure. Ça peut marcher. Mais moi, je vous le déconseille, parce que ce qui va se passer, c'est que, ici, vous allez avoir plein de gens, alors que Mort sur l'oreille, qui n'a pas tellement de personnages. Les 2 premiers chapitres, ça va être assez léger, et puis vous arrivez à Middenheim, il y a plein de gens. Mais Middenheim, c'est pas grave, parce qu'en fait, les gens que vous connaissez durant le pouvoir, vous les retrouvez au raccord nu. Donc ces deux-là vont de pair. Mais quand vous allez arriver à l'Empire en ruine, en fait, il y aura tellement de gens qui vont vous tomber sur la gueule que vos PJ vont faire nous, on reste avec les Todbringer. Parce que les Todbringer, on les connaît, les autres, on les connaît pas, le Zuntermann, on ne connaît pas, les gens auprès de l'Empereur, on les connaît pas. Je vous parie ce que vous voulez, que c'est ce qui va se passer. Et qu'ils ne vont pas retenir la moitié des PNJ que vous allez énumérer durant ce moment-là. Donc, serez-vous au moins, clairement, Zuntermann, l'oncle de l'Empereur, vous les introduisez assez tôt. Par exemple, la première fois ou la deuxième fois que les gens passent à Aldorf. La couronne rouge, vous les laissez pisser, vous les tuez pas, vous les gardez pour le final. Les Skaven, le Croc jaune, la Importe de Middenheim, introduisez-les durant le carnaval, ce sera plus simple. Skaven, c'est vraiment une petite poudrée, quoi. Ils vont venir. Et déjà, moi je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'est assez marrant à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je suis là pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!